pour vous, les élections, c'est une espèce de piège. Quoi que nous fassions, on va quel que soit le nom du vainqueur. Quel que soit le nom du vainqueur. Et même si par hasard ces élections étaient reportées, hein, parce qu'au dernier moment, moi je vous ai dit, la logique à laquelle obéit Fachi est tellement surprenante et tellement étonnante qu'au dernier moment, il peut dire, voilà, non, pour telle raison, les élections sont reportées pour 6 mois, je prends Fayulu comme Premier ministre, n'est-ce pas? Et puis, terminé. Attendez 6 mois. Eh bien, quel que soit le scénario qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 décembre 2023, et quel que soit le scénario qui se déroulera après le 20 décembre 2023, pour moi, il y aura au minimum des émeutes, de graves incidents sanglants, et au maximum une guerre civile. Mais cette guerre civile aura pour objectif la balkanisation. Je vous signale, vous le savez aussi bien que moi, que les observateurs de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est un peu comme ils ont quitté le pays. Mais c'est un peu comme les navires, comme les rats qui quittent un navire qui va faire naufrage. Hein. Et puis ils ont pris leurs précautions avec les Congo-Brazzaville. Exactement. Ça, c'est pour les Européens qui vivent à Kinshasa, qui pourront traverser rapidement en cas de coup dur. Ce sont là des indices, des signaux qui sont envoyés pour dire que nous courons tout droit, nous fonçons bien en tête vers une guerre civile, vers une balkanisation et vers la création du Tutsi-land. Bonjour à tous et surtout, merci de nous suivre. Vous êtes sur Échange, l'émission qui donne la parole à ceux qui comptent généralement dans la diaspora congolaise et surtout au pays. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui compte. Il compte de par sa voix, une voix de baryton qui, lorsqu'elle tonnait sur les ondes de la radio nationale congolaise, a laissé des souvenirs indélébiles. L'homme a une stature. Cette stature fait qu'il est très respecté dans la diaspora congolaise. Cet homme, c'est un homme qui a une vision de par son intelligence, une vision de par son vécu, une vision d'un homme, d'un grand homme. Il s'agit de Kwebe Kimpele. Dieudonné Kwebe Kimpele, bonjour. Bonjour, Kevin Maizo. Nous avons réveillé ce grand homme qui, depuis un certain temps, gardait un mutisme dont on va essayer de découvrir la cause parce que l'heure est grave. La République démocratique du Congo est à l'orée des chemins. C'est un pays qui a connu des malheurs 25 ans durant, mais ça risque d'être la fin. Peut-être serions-nous la dernière génération à voir la République démocratique du Congo entière. Nul ne le sait. Mais aujourd'hui, M. Kwebe Kimpele va essayer de faire une radiographie de la République démocratique du Congo, surtout des élections. Est-ce la guerre comme celle-ci à ces élections? Tentative de réponse dans cette édition. Alors, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci de rompre le silence. Vous avez gardé un mythisme quand même pendant assez longtemps. Qu'est-ce qui pouvait justifier ce mythisme? Et Kervin, parce que j'avais déjà beaucoup parlé, et je pense que j'avais déjà trop parlé, n'est-ce pas? Et j'ai estimé qu'ayant beaucoup parlé, je n'avais rien d'autre de nouveau à dire. Donc je me suis tu, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, j'obéissais à des instructions données par le numéro 1 de l'organisation à laquelle j'appartiens, qui est une dame, qui m'a dit, écoute, Papa Dieudonné, comme elle m'appelle respectueusement, Papa Dieudonné, vous avez déjà beaucoup parlé, ne parlez plus. Alors je me suis tué, j'ai obéi, je suis généralement très discipliné, n'est-ce pas? Et donc j'ai obéi à ces injonctions, et c'est pour cela que pendant 3-4 ans, je ne parlais plus. Sauf que maintenant, je suis obligé de sortir de ma retraite, d'abord parce que vous m'avez invité, c'est une invitation qui me touche beaucoup. Je suis honoré. Je suis beaucoup plus honoré que vous parce que vous avez tenu à mon endroit des propos extrêmement gratifiants
C'est rare du côté des Congolais par les temps qui courent, parce que quand on écoute et qu'on regarde les séquences qui passent sur YouTube et sur les plateformes numériques congolaises, c'est généralement des insultes, rarement des compliments. Et voilà que cette fois-ci, vous me comblez de compliments. Je ne sais pas si je les mérite, mais je les accepte, même si je ne les mérite pas. Mais il est vrai que je me situe et que les élections qui approchent dans quelques semaines, n'est-ce pas, le 20 décembre 2023, introduisent un péril majeur qui justifie que, pour une fois, je puisse sortir de ma réserve, que je sorte de ma tanière pour alerter les Congolais, les Bantous congolais, de ce qui risque de se passer, cette fois-ci, pour le 4e round de négociations, après celle de 2006, de 2011 et de 2018. Cette fois-ci, est-ce que nous allons survivre? Comme vous l'avez dit, est-ce que nous ne sommes pas la dernière génération de Bantous congolais qui verra le Congo dans son entièreté? Est-ce qu'au lendemain du 20 décembre 2023, le Congo ne va pas imploser? Face à cette interrogation, Kerwin, il était normal, il était justifié que je puisse venir devant votre caméra pour livrer mes réponses à ces interrogations. Alors, nous allons prendre la machine à remonter les temps, parce que j'ai dit que vous aviez une voix qui portait. Moi, je vous ai découvert, comme je suivais la radio trop jeune avec mon papa. Bon, on écoutait toutes les radios, La Voix de l'Amérique, BBC et Radio France Internationale. Et puis, on écoutait aussi La Voix du Zaïre, l'OZRT. Et vous y présentiez le journal parlé de 12h30. Oui, qui s'appelait Zaïre Actualité Magazine. Oui, Zaïre Actualité Magazine. J'étais, comme on dit en anglais, un anchorman, donc j'étais le présentateur vedette, quoi. Bon, comme moi, à l'époque, je sais pas, je ne parlais pas anglais à l'époque, mais Walter Cronkite, celui qui a annoncé la mort de Kennedy. Exactement. Et c'était aussi un anchorman comme oui, vous. Oui, oui. Mais on me comparait également à Patrick Poivre d'Arvor. Oui. Nous avons étudié d'ailleurs dans la même école, hein, ici à Paris, hein, rue du Louvre, au 29-31 rue du Louvre, au centre de formation de journalistes. On a étudié ensemble. Aussi avec Philippe Bouvard qui a étudié là-bas. Oui. N'est-ce pas? Mais bon, lui n'a pas terminé. Mais nous avons terminé nos études. J'ai terminé donc à ce centre en mai 1975. Et nous sommes en plein dedans, parce que lorsque nous recevons quelqu'un pour la première fois, on revisite un peu sa biographie. Oui. Donc on se rend compte que vous avez étudié ici à Paris. Exact. Mais j'ai entendu dire que au départ vous faisiez la médecine à Moscou. Exact. Donc, oui. J'ai étudié la médecine à Kharkov. Et donc je suis très non seulement intéressé, mais très impliqué, très préoccupé par l'opération spéciale qui se déroule actuellement depuis, n'est-ce pas, le mois de février de l'année 2020. Oui. Et donc, je suis très impliqué, très intéressé. Je ne rate pas une seule information. Je suis tout le temps sur le net pour voir comment se passent les choses. Plus tôt cette guerre se terminera, mieux ça vaudra. J'ai un peu mon opinion là-dessus, mais j'ai étudié à Kharkov. Mais les études de médecine étaient très longues. Mes parents étaient vieux. Je me suis dit, si je dois terminer la médecine ici, jamais mes parents ne verront, ne toucheront la récompense de tous les efforts qu'ils avaient prononcés pour mes études. Et donc j'ai dû interrompre les études de médecine pour, n'est-ce pas, m'orienter vers le journalisme, où on en avait pour 3 ans à peine, hein, pour faire les études de journalisme. C'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus rentable, du moins de mon point de vue. Et c'est ainsi que j'ai participé à un concours organisé par la France, hein, en 1973. La France avait besoin de 4 journalistes français, disons de 4 candidats journalistes français pour l'ensemble de la République du Zaïre, hein, à l'époque, en 73. Et non, le Congo, non, pardon, c'est en 71, je me trompe. C'est en 71. Le pays s'appelait encore République démocratique du Congo. Et donc la France avait besoin de 4 candidats congolais. Et donc nous avons participé à un concours sur l'ensemble du pays. Hein. Et je me rappelle qu'il y avait 257 candidats, et sur lesquels il fallait en prendre 4. Et j'ai été retenu parmi les 4, et c'est ainsi que j'ai pu passer mes études de journalisme à Paris. Et
Je dois d'ailleurs reconnaître que j'étais major de promotion pendant toutes ces années. Et je dois dire que la plupart de mes collègues, notamment Kambale et Joakali, nous ont quittés. Ils ont tous parti. Maintenant, je suis âgé de 75 ans, même si je ne les parais pas beaucoup. Et donc, c'est à partir de là, donc, de la fin de mes études en 75, c'était donc un mois pratiquement après la chute de Saïgon. La ville de Saïgon est tombée, je crois que c'était le 15 avril 1975, et un mois après, on terminait nos études. Mais j'avais la chance d'avoir non seulement suivi les informations sur la guerre du Vietnam à la RTNC, n'est-ce pas, à l'époque. Et puis je suis parti à Kharkov, n'est-ce pas, dans la ville de Kharkov, qui est la deuxième ville ukrainienne. Et parmi mes condisciples, il y avait des Viet Cong, donc des Vietnamiens qui revenaient du champ de bataille. Et à partir de Kharkov, j'ai vu la même guerre du Vietnam, mais du côté de la Russie, de la Chine et du Vietnam du Nord. De l'autre côté du mur, du rideau de fer, en fait. Exactement. Et c'est alors, Kervin, que j'ai compris que jamais les Américains ne gagneraient cette guerre. Et j'ai dû me rendre compte qu'en fait, pendant tout ce temps où j'ai parlé de la guerre du Vietnam à la RTNC, eh bien, non seulement je ne connaissais pas grand-chose de cette guerre, des véritables ressorts de cette guerre, mais qu'en fait, j'étais en train de raconter des bobards. Et c'est ainsi que j'ai commencé à apprendre la leçon, n'est-ce pas, fondamentale du journalisme, c'est-à-dire l'honnêteté et l'objectivité. D'abord l'honnêteté, c'est-à-dire la vertu qui vous permet de dire la vérité ou ce que vous croyez être la vérité, quitte à revenir sur ce que vous avez dit quand vous constatez que ce que vous avez pris pour la vérité ne l'était pas. Et donc c'est ainsi que je me suis bâti un peu une réputation de quelqu'un qui n'a pas peur de l'information, qui n'a pas peur de poser des questions. Je crois que vous vous rappelez les questions que j'ai posées à Mobutu le 24 avril 1990, n'est-ce pas, après son fameux discours sur Comprenez mon émotion, c'est comme ça comprenez qu'on mon appelle émotion, le discours, oui, quand je lui ai demandé, mon maréchal, est-ce que vous ne voyez pas que vous venez de perpétrer un troisième coup d'État? En fait, c'était un coup d'État. Non seulement les deux premiers qu'il avait perpétrés le 12 et le 13 septembre 1960 contre Lumumba d'abord, contre Kasavubu ensuite. Ensuite, un autre coup d'État le 24 novembre 1965, oui, contre de nouveau Kasavubu. Et cette fois-ci, il se faisait à lui-même un coup d'État, puisqu'il a... Le 24 avril 1990. 90, oui, il a abandonné le MPR, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait, qui l'a vraiment choqué. Il a laissé couler nos larmes, n'est-ce pas? Comprenez mon émotion, justement. Vous venez de le rappeler à juste titre. Et donc, nous ne savions pas que ce coup d'État allait entraîner des conséquences terribles pour le pays d'abord et pour le peuple congolais ensuite. Et voilà que de 90 à 97, en 7 ans, le Congo s'est complètement délité. Et aujourd'hui, en 2023, en ce début du mois de décembre 2023, j'ai du mal à reconnaître le pays pour lequel j'ai tellement travaillé, pour lequel je me suis beaucoup sacrifié, dont j'ai connu la plupart des hommes politiques, que ce soit des ministres, des députés, des sénateurs, des ambassadeurs, des gouverneurs, n'est-ce pas? J'ai du mal à reconnaître ce pays-là. Et c'est ainsi que je me suis dit, notre pays est en danger. Jamais dans l'histoire du pays, de ce pays qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, qui pour moi remonte au 26 février 1885 à la conférence de Berlin, je suis parti jusque à l'adresse où notre pays est né, c'est-à-dire au 65, au numéro 65 de Wilhelmstrasse à Berlin, qui est en fait l'adresse du siège de la chancellerie allemande. C'est là où notre pays est né, le 26 février 1865. 1885, pardon, 1885, donc à la clôture de la conférence de Berlin. Je suis allé là-bas pour m'incliner à l'endroit où, symboliquement, le cordon ombilical de notre pays a été enterré. Et c'est un endroit que, encore une fois, les Congolais ne connaissent pas. Parce qu'il aurait fallu, évidemment, honorer cet endroit. Hein, là où, symboliquement, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo aujourd'hui est venue au monde, a été reconnue par les 14 pays délégués à la conférence internationale de Berlin, sous le nom de État indépendant du Congo. Eh bien, aujourd'hui, n'est-ce pas, en ce début du mois de décembre
n'est-ce pas, 2023, ce qui avait été décidé à Berlin risque d'être remis en cause totalement. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés au plus grand danger, au plus grand péril qui ait jamais plané au-dessus du ciel congolais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre pays est menacé de balkanisation, d'implosion et de dislocation. Les gens vont te dire, mais Kwebe, vous exagérez, ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un document que j'ai ramené, que je vais vous donner d'ailleurs. Ce document s'appelle le plan de la dynastie Tutsi pour coloniser le Kivu et l'Afrique centrale. C'est un plan en 18 points qui a été conçu, élaboré par des stratèges Tutsi le 6 août 1962. Ce plan existe donc depuis maintenant, disons, 61 ans. Eh bien, les Congolais n'en ont jamais entendu parler. Et tout Congolais, qui qu'il soit, un général, un homme politique, même parmi les 24 ou les 26 candidats qui vont concourir le 20 décembre pour l'élection présidentielle, je pense que parmi ces candidats qui vont concourir aux élections présidentielles dans quelques jours, personne n'a jamais entendu parler de ce fameux plan de la dynastie Tutsi pour coloniser le Kivu et l'Afrique centrale. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce plan, alors je suis désolé, ça peut être un peu prétentieux, alors vous ne connaissez pas le Congo. Et alors, dans ces conditions, ne faites surtout pas de la politique, parce que je me rends compte, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai un peu entendu les propos que tiennent les candidats lors de la campagne électorale qui bat son plein actuellement. Personne n'a jamais parlé de ce plan. Et donc, tout le monde ignore ce plan. Et c'est ça qui fait que, aujourd'hui, nous avons au Congo, nous avons laissé des personnes qui veulent démembrer le Congo, à qui nous avons donné le pouvoir. Joseph Kabila est un Tutsi. Il est venu au Congo dans le cadre de ce plan. Les gens ne le savent pas. Barthélemy Bisengimana, qui fut directeur du bureau du maréchal Mobutu, est venu au Congo dans le cadre de ce plan. Bizima Kara, Roubaix-Roy, Azaras Roubaix-Roy, qui fut vice-président, ministre, n'est-ce pas, de la décentralisation, se trouve au Congo dans le cadre de ce plan. Tous les généraux Tutsi qui opèrent au sein des forces armées congolaises, eh bien, opèrent à cause de ce plan. Si vous ignorez ce plan, n'est-ce pas, que les Tutsis ont conçu le 6 août 1962, donc depuis 61 ans que nous ignorons ce plan, alors ne nous étonnons pas qu'au lendemain du 20 décembre 2023, notre pays soit démembré et balkanisé. Et de toutes les façons, n'est-ce pas, mon cher Maïzo, Kerouine, mais la balkanisation, en fait, est déjà en filigrane, visible, puisque aujourd'hui, Minembwe, on n'en parle plus, mais Minembwe ne nous appartient plus. Fachi n'a plus aucune souveraineté sur Minembwe, sur la commune de Minembwe. Même chose avec, n'est-ce pas, Bunagana, Massissi, aucune souveraineté. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Kivu, mais aussi tout ce qui se passe sur le plateau de Bateke, entre les Bayaka et les Bateke, tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment à Kasumbalesa, ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu, entre les Balouba, nos frères Balouba et les Katangais, je n'aime pas parler des Kassaïens, parce que le Kassaïen n'est pas une langue. Le Kasaï est le nom d'une province, est une rivière, mais les habitants du Kasaï, ce sont des Balouba, n'est-ce pas? Parce que nous en parlerons tout à l'heure. Parce qu'on est Congolais, parce qu'on habite sur un territoire qui porte le nom de votre entité et dont vous parlez la langue, n'est-ce pas? Moi, je m'en suis rendu compte d'ailleurs lorsque j'ai visité les archives royales en Belgique. Je ne vous recommanderai jamais assez d'aller voir les archives royales en Belgique. Je ne savais pas que avant 1908, n'est-ce pas, le territoire de l'État indépendant du Congo portait les noms des habitants qui y résidaient. C'est ainsi que moi je suis Mouyansi. Eh bien les Bayansi habitaient un territoire qui s'appelait le Ouyansi. Les Umbala, les Outetela, n'est-ce pas, les Ouluba. Donc, les gens ont donné leur nom au territoire sur lequel ils habitaient. Évidemment, c'est ce qui se passe ici en France. La Normandie est habitée par des Normands, n'est-ce pas? La Bretagne par des Bretons. La Sicile par des Siciliens. La Sardaigne par des Sardes. Les Catalans, ainsi de suite. Mais chez nous, au Congo, le nom des personnes qui résident sur le territoire a été aboli.
Et ça, c'est le premier crime qui a été commis par la colonisation. Parce qu'à partir de 1908, on va complètement changer de nom, donc on va instaurer une réforme administrative qui va abolir les noms des gens qu'ils avaient donnés à leur terre. Et c'est ça qui fait que nous sommes finalement dissociés de notre terre. Donc il y a eu une sorte de divorce entre les personnes et la terre sur laquelle elles vivent. Or, chez nous, les Bantous, on ne peut pas dissocier la terre de l'homme, n'est-ce pas? Parce que nous venons de la terre, nous nous nourrissons des produits de la terre, n'est-ce pas? Et quand nous mourrons, nous retournons à la terre. Donc il n'y a pas de différence entre la terre et l'homme. Et c'est ainsi que chez nous au Congo, on ne devrait pas vendre la terre. On ne doit pas vendre la terre, parce que la terre n'appartient pas seulement à ceux qui sont vivants, comme vous et moi, comme ceux qui nous suivent maintenant. Mais la terre appartient aussi à ceux qui sont morts et qui sont retournés à la terre. Et la terre appartient également à ceux qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire aux générations futures. Donc si nous les vivants, nous vendons la terre, que laisserons-nous, que léguerons-nous aux générations futures? Or, le grand drame, mon cher Kerwin Mawizo, le grand drame, n'est-ce pas, de nous, les Bantous congolais, c'est que nous avons perdu le contact, le lien indélébile qui nous liait à la terre. Et voilà pourquoi nous n'avons pas compris que quand les Tutsis sont arrivés en 97, le 17 mai, quand ils ont chassé Mobutu, ils ne sont pas venus pour le pouvoir. Non, 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 non. Ils sont venus pour nous confisquer nos terres. Parce que c'est un peuple de pasteurs nomades. Ils connaissent la valeur de la terre. Alors, non seulement nous n'avons pas compris la valeur de la terre, mais nous avons évidemment perdu aussi la notion de la vraie nationalité. Mon frère Noël Tchani parle de père et de mère, c'est-à-dire pour lui, la nationalité dépend de la filiation parentale. Je suis absolument désolé. Noël Tchani se trompe. Noël Tchani a en fait prostitué la notion de la nationalité pour ce qui est du Congo. Hein, c'est un cas particulier. Parce que le Congo, c'est-à-dire l'État indépendant du Congo, a été créé, donc lors de la conférence de Berlin du 26 février 1885, par la fusion des terres qui appartenaient à des royaumes, et à des empires, à peu près une quinzaine, mais aussi à des tribus et à des entités ethniques. Donc on a fusionné ces terres pour en faire l'État indépendant du Congo avec ses 2 345 000 km². Et donc pour être congolais, il ne faut pas être l'enfant d'un père et d'une mère congolaise. Non, non, non. Pour être congolais, il faut appartenir à une entité ethnique qui possède des terres au Congo. Donc, vous ne pouvez pas être un Congolais si vous n'appartenez pas à une entité tribale ou ethnique qui possède des terres au Congo. Alors je pose la question, Moïse Katumbi, quelle est son identité ethnique? Ça n'a rien à voir avec le père et de mère. Ben, Maître Retia avait fait une émission ici où il avait aussi démontré les travers de cette loi. Oui. Je vous recommande de suivre cette émission. Alors là, on a vraiment mis les pieds dans le plat. Exact. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Vous avez dit qu'à partir du discours de 1990, que le pays avait commencé à se déliter. Exact. Mais les douleurs de l'enfantement, de ces délitements, c'était légèrement avant, lors de l'affaire Liti Mboka. La pseudo-affaire Liti Mboka à l'université de Lubumbashi. J'ai enquêté personnellement pendant 6 mois sur cette opération Liti Mboka. D'abord, il y en a eu 2. Dont la nuit du vendredi 11 mai 1990 au matin de samedi 12 mai 1990, se sont déroulées 2 opérations Liti Mboka. La première s'est déroulée à partir de 19h. À partir de 19h parce que Dieudonné Ilonga, qui était le directeur de la SNEL, le directeur provincial de la SNEL, avait reçu l'ordre du gouverneur, Koya Diallo Mbasete Gerengo, d'éteindre, de couper le courant sur le campus. Et donc, quand le courant est coupé, c'est alors que intervient la première opération Liti Mboka. Cette opération Liti Mboka était destinée à quoi? Elle était destinée à frapper les étudiants qui avaient commis un viol collectif sur la nièce du général Baramoto, n'est-ce pas, Marie-Rose Baramoto, n'est-ce pas, la laissant pratiquement à l'article de la mort. Deuxièmement, qui avait chassé tous les étudiants qu'on avait appelés les forestiers, c'est-à-dire ceux qui venaient du Bandundu, du Bas-Congo, de l'Équateur. Donc, ils ont tous été expulsés. Mais aussi, c'était pour récupérer 4 étudiants
un certain Mangue, Yokoto et Zongia, ils étaient 4, qui avaient été battus à mort, dénudés, jetés dans un trou et brûlés. Pourquoi? Parce qu'on avait dit d'eux qu'ils étaient des mouchards. Ce qui est exact, c'est-à-dire qu'ils renseignaient le gouverneur Koyagalo Tekbalnga, c'était Gerongo. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous les agents de renseignement dans le monde entier sont recrutés d'abord dans les universités. Et donc ces étudiants, effectivement, renseignaient le gouverneur sur les choses qui se passaient là-bas. Et ils avaient des tenues d'impair, plus quelques Motorola, mais on a prétendu qu'ils avaient des revolvers, ce n'est pas vrai. Et donc, ça c'est la première opération de Titi Mboka. C'était pendant cette opération que l'étudiant Ilombe Ilombe, qui était en première année de langue et littérature africaine, sera frappé. Je crois qu'il habitait dans le Home Taïbas. C'est là où il sera frappé. On va le précipiter du haut de l'étage jusqu'au rez-de-chaussée. Mais il ne mourra pas ce jour-là. Ilombe Ilombe va mourir le 18 mai, c'est-à-dire à peu près une semaine. Une semaine plus tard, à l'hôpital Jekamine Sud. C'est, d'après mon enquête, le seul étudiant qui est mort suite aux coups qu'il a reçus, notamment des coups de baïonnette, parce que les auteurs de l'opération de Titi Mboka étaient en fait tous, n'est-ce pas, des militaires, des policiers, des militaires, de la garde civile notamment, qui étaient venus, qui ont été recrutés, qui ont été appelés par Koyagalo pour venir, n'est-ce pas, exercer des représailles sur les personnes dont je vous ai parlé, qui avaient violé Marie-Rose Baramoto, qui avaient, n'est-ce pas, jeté dans un trou ces agents de renseignement. Et à l'époque d'ailleurs, la circulation à l'intérieur du campus avait été changée. Donc on roulait à gauche. On devait rouler à gauche et Baramoto, Marie-Rose Baramoto, qui revenait de la ville à bord d'une voiture Peugeot de couleur blanche, arrive donc à la barrière de la Cassapa. On lui demande de descendre. On lui dit, écoute, tu dois descendre, tu ne peux pas entrer avec la voiture. Et elle commence à discuter avec ses collègues. Ce sont des collègues étudiants. Alors le ton monte, n'est-ce pas? On commence à l'insulter, on la traite de tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas, de Boende ou je sais pas moi, de Badolité. Et elle leur répond en français, vous êtes tous des fils de pauvres. Alors c'est en ce moment-là que les étudiants se sont fâchés et qu'ils l'ont ramassé et ils l'ont fait ce dont je devais vous parler tout à l'heure. Donc c'est en ce moment-là que ces événements vont prendre une tournure tragique. Mais en fait c'est depuis le 8 mai que une tension régnait sur le campus. Une tension régnait sur le campus, pourquoi? Parce que un gouvernement avait donné de l'argent au consul belge qui s'appelait Conrad Rouvroy à Lubumbashi pour financer des manifestations et une sorte d'insurrection sur le campus. Et c'est le professeur Mufutaka Bemba, le doyen de la faculté des lettres, qui avait reçu cet argent. Et ils ont recruté un certain nombre d'étudiants pour entretenir le mouvement insurrectionnel. Donc, au début, c'était des simples revendications d'étudiants, hein, la nourriture, il n'y a pas assez de chambres, n'est-ce pas? Entre nous, soit dit, l'opération de Titi Mboka n'a concerné que les internes, c'est-à-dire les étudiants qui logeaient sur le campus, pas les autres, n'est-ce pas? Et notamment, n'est-ce pas, Victor Piluka, n'est-ce pas, n'était pas du tout concerné parce qu'il est venu raconter n'importe quoi. Lui logeait à l'entrée du campus à la sacristie, hein, chez un ami là-bas, un curé, qu'il avait logé là-bas. Donc il n'a rien vu de ce qui s'était passé, ni lors de la première opération Titi Mboka, qui se déroule à partir de 19h15, ni lors de la deuxième opération Titi Mboka, qui, elle, va se dérouler vers minuit, vers 23h15. Alors, la deuxième opération Titi Mboka, ce sera pour que, était destinée à ramener sur le campus les étudiants qui en avaient été expulsés depuis 3 ou 4 jours. Donc les étudiants du Bandundu, de l'Équateur, ceux qu'on appelait donc les forestiers. Donc la première opération, c'était pour frapper les étudiants, donc les meneurs, n'est-ce pas, de l'insurrection à l'intérieur du campus, les agitateurs. Et la deuxième opération, les Titi Mboka, c'était pour réintégrer les étudiants dont les chambres avaient été confisquées, les syllabus brûlés, et ainsi de suite. Voilà la deuxième opération des Titi Mboka qui va se terminer à peu près vers 4 h du matin, n'est-ce pas, le samedi 12 mai 1990. Voilà alors, maintenant... Et la Belgique va s'en servir pour frapper durement le régime de Mobutu. Au mois de juin... sera le début. Voilà. Mais la Belgique, c'est un article de Colette Brackman justement, qui va dire
C'est une collègue journaliste, mais en ce moment-là, je crois qu'elle a oublié les règles les plus élémentaires, n'est-ce pas, du code de la Swell. Elle prétend que des passagers d'un vol en provenance de Kinshasa et qui avaient fait escale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, auraient parlé de graves événements qui se sont déroulés à Lubumbashi. Hein? Regardez, donc des passagers d'un vol au départ de Kinshasa qui ont fait escale à Abidjan en Côte d'Ivoire parlent d'événements qui se sont passés, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Elle précise plus ou moins la date, donc dans la nuit du 11 au 12 mai. Mais comment ça? Mais à Lubumbashi même, personne n'était au courant de rien du tout. Personne n'a jamais rien su. Et finalement, lorsque je menais l'enquête, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les noms des étudiants prétendument morts ou disparus, qui figuraient à la page 187 de la commission des assassinats et de droits de l'homme, de la CNS, de la Conférence nationale souveraine, page 187. Eh bien, dans les annexes, eh bien, ce document a affirmé que 63 étudiants étaient morts ou avaient disparu. 63 étudiants, c'est un chiffre énorme. Sur un campus, mon cher Kerwin, il ne vous apprend rien, il est difficile de cacher un étudiant. Parce que partout où il passe, il laisse des traces. Il laisse des traces au restaurant, s'il y a un restaurant. Il laisse des traces dans sa chambre, puisqu'il a des copains, des collègues avec lesquels il partage des chambres. Il laisse des traces à l'amphithéâtre, quand il va au cours. Il laisse des traces au laboratoire. Il laisse des traces, n'est-ce pas, à la bibliothèque, dans la salle de sport. Donc partout, il laisse des traces. Bon, alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liste des 63 noms et on est allé vérifier. On est allé vérifier à la Paritora les inscriptions. OK? Et on s'est rendu compte que sur les 63 noms, 36 étaient fictifs. Ils n'étaient connus nulle part. On n'en a jamais entendu parler. Et nous avons voulu savoir comment expliquer que ces noms apparaissent sur, n'est-ce pas, la liste, sur l'annexe des étudiants morts et assassinés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est feu Monseigneur Kabange qui avait rassemblé, n'est-ce pas, les mamans catholiques. Il y avait une association de mamans catholiques à Lubumbashi qui leur avait demandé de donner les noms de leurs enfants. N'est-ce pas? Ces enfants existaient, mais n'étudiaient pas au campus. C'était des jeunes gens qui restaient à la cité, mais ils existaient. Or, l'opération Lititi Mboka n'a concerné que les internes. Ceux qui avaient passé la nuit du 11 au 12 mai sur le campus. Ceux qui avaient passé la nuit dehors n'étaient pas concernés. Et donc, on a trouvé que 36 noms étaient des noms fictifs. Les autres, eh bien, on a mené une enquête. On a mené des enquêtes. Et figurez-vous, mon cher Kerwin, que nous sommes partis avec une voiture banalisée sur le campus et nous avons filmé les 27 étudiants restants. Ils étaient là, on les a filmés. Tous, ils étaient vivants. Et je suis parti d'ailleurs à Genève en 93, au mois de mai, pour aller porter la contradiction aux gens, à des étudiants qui avaient, semble-t-il, organisé une manifestation pour célébrer le 3e anniversaire du fameux massacre de Lubumbashi. Je leur ai dit, écoutez mes chers amis, je vous apporte une très bonne nouvelle. Les gens se sont retournés parce qu'ils n'attendaient pas. Je dis, mais quelle bonne nouvelle? J'ai dit, écoutez, les étudiants qu'on avait cru morts, eh bien, ils sont tous vivants, nous les avons tous retrouvés. Eh bien, mon cher Kerwin, les étudiants se sont jetés sur moi. Heureusement, j'ai fait un peu de boxe. Autrement, j'aurais été tabassé à mort. Tout le monde s'est jeté sur moi, alors que je leur apporte une bonne nouvelle, à savoir que les étudiants qu'on croyait morts sont vivants. Non seulement on les a vus sur le campus, mais ils ont passé les examens, la première session au mois de décembre 90 et la deuxième session au mois de juin 1991. Nous avons retrouvé leur bulletin de points. Donc ils étaient vivants, et c'est une bonne nouvelle. Donc le massacre n'a pas eu lieu. On a raconté de telles énormités que voilà, que si on n'a pas découvert les cadavres, c'est parce que le vol de l'avion, donc l'avion, le DC-10, le Mont Galliema, qui part de Bruxelles hein, et qui termine son itinéraire jusqu'à Lubumbashi pour repartir de nouveau, eh bien les enfants, les corps des enfants avaient été embarqués dans la soute, n'est-ce pas, de cet avion. J'ai posé la question aux spécialistes, hein, n'est-ce pas, de l'aviation. Ils m'ont dit, mais mon cher Kwebe, c'est impossible qu'en plein vol, on puisse ouvrir la soute d'un avion, puisque quand un avion vole comme un DC-10, il vole à 10 000 mètres d'altitude. Avec l'air pressurisé. Mais oui, mais il est précieux comme un ballon.
Et le monsieur m'a dit, c'est qui? Mais c'est le commandant Diasolo d'ailleurs qui me l'a dit. C'est lui qui avait piloté l'avion ce jour-là. On a prétendu que les enfants avaient été, les corps avaient été parachutés au-dessus du lac Moero. J'ai dit, mais alors on aurait pu découvrir les corps par les pêcheurs du lac Moero. On n'a rien découvert. Donc, non seulement l'avion, le DC-10, qui était arrivé en retard, effectivement, cette nuit-là, la nuit du 11 mai, il est arrivé en retard, pourquoi? Parce que le pilote qui devait prendre, et l'équipage qui devait prendre le vol pour conduire l'avion jusqu'à Lubumbashi, n'était pas prêt. Et il semble, entre nous soit dit, que le pilote avait un peu forcé sur la bouteille, qu'il était un peu ivre, donc il n'était pas trouvable. Le temps de chercher un autre pilote, tout ça, et finalement, c'est le commandant Diasolo qui s'offre. Il dit, bah, écoutez, ça ne fait rien, comme mon collègue pilote n'est pas disponible, moi je vais prendre les commandes de l'avion et je vais conduire l'avion à Lubumbashi. C'est la raison pour laquelle l'avion est arrivé en retard. Et pour ceux qui connaissaient un peu Air Zahir, qu'on appelait d'ailleurs à un moment donné... peut-être. Voilà. Donc, qu'un avion d'Air Zahir arrive en retard à Lubumbashi, ce n'est pas une information. C'était en fait d'habitude, c'est un avion qui arrivait généralement en retard. Comme ce jour-là, n'est-ce pas, le vendredi 11 mai 1990. Donc l'avion est arrivé en retard et le lendemain, à 7 h du matin, l'avion a embarqué pour, n'est-ce pas, faire escale à Kinshasa et terminer sa course à Bruxelles. D'autres ont dit que non, les corps des enfants avaient été brûlés dans le four, n'est-ce pas, de la cheminée de l'usine de Gécamine. Mais c'était impossible. D'abord, comment les transporter? Entre la Cassapa, nous avons fait la distance entre la Cassapa et l'usine, il faut compter à peu près 6 heures avec un cadavre, n'est-ce pas? Or, les derniers assaillants, donc ceux de l'ITI Mboka numéro 2, qui avaient commencé à 23 heures, sont partis du campus vers 4 heures du matin. Donc vous prenez 4 heures du matin plus 6, ça fait 10 heures. Et donc quelqu'un transporte un cadavre sur son dos pour aller le brûler dans le four de la Gécamine, et personne ne les voit. D'autre part, quand on parle du four de la Gécamine, mais c'est un four qui brûle à plusieurs centaines de degrés. Vous ne pouvez pas vous en approcher pour jeter un corps. Vous devez mettre ce corps sur un chariot, comme on le fait d'ailleurs avec les minerais. Hein? Mais les gens qui travaillent là-bas, ce sont leurs enfants. Donc ils auraient laissé passer leurs enfants, donc on aurait donné à ces gens-là des enfants qui leur appartiennent pour qu'ils puissent les brûler dans les fours. C'est absolument impossible. Et puis, dernière preuve qu'il n'y a pas eu de massacre, ce qui est une bonne nouvelle, mais à la CNS, on a demandé aux parents de se manifester. On n'en a pas vu un seul. Donc le seul étudiant Ilombe qui est mort le 18 mai 1990, suite non seulement au coup reçu, mais parce qu'il a été balancé par-dessus le balcon. Il avait été interné à l'hôpital Gégamine Sud, il n'était pas transportable, autrement on l'aurait transporté, parce que les 4 étudiants, les fameux mouchards, eux ont été transportés, les uns en Afrique du Sud, les autres, n'est-ce pas, en Suisse. Et c'est ça qui les a sauvés. Ils ont tous été sauvés. Donc le seul mort comptabilisé, par mon enquête, mais je peux me tromper, et je demande qu'on vienne m'apporter la contradiction, je peux me tromper et faire amende honorable, je ne suis pas parfait, je ne suis pas omniscient. Eh bien, le seul étudiant mort, c'est Ilombe, étudiant en langue et littérature africaine, mort le 18 mai 1986. Il était originaire d'Ilebo, et c'est là où il a été enterré. Voilà. Et voilà donc toute l'affaire de l'ITI Mboka, qui évidemment va être amplifiée, gonflée. On va décréter un embargo diplomatique, financier et tout. Et c'est ainsi, effectivement, là vous avez parfaitement raison, Kerwin, que c'est en ce moment-là que va commencer la descente en enfer, n'est-ce pas, du pays et donc de Mobutu, de 90 jusqu'à ce qu'en 97... L'AFDEL arrive, encouragé par un certain Étienne Tshisekedi. Quel rôle il a joué, selon vous, en tant qu'observateur averti? Quel rôle Tshisekedi, le père, donc Étienne Tshisekedi Wamulumba, a joué dans cette affaire de l'arrivée de l'AFDEL? Quitte à me tromper, Kerwin, je pense que Feu Étienne Tshisekedi a joué le rôle de l'accélérateur du pourrissement intérieur. C'est lui qui a fait pourrir de l'intérieur le pouvoir. C'est vrai que ce pouvoir de Mobutu était déjà fatigué, il n'y avait plus d'imagination. Mais à l'intérieur, c'est lui qui a affaibli le pouvoir de Mobutu, permettant ainsi à l'AFDEL d'entrer depuis l'Emera jusqu'à Kinshasa en moins de 9 mois sans coup férir. Donc, et Tshisekedi s'attendait à toucher des dividendes de cela. Or, Tshisekedi a joué un rôle majeur dans notre pays dès le premier gouvernement de Mobutu, n'est-ce pas, le gouvernement des commissaires généraux, lorsque Mobutu fait son coup d'État contre Kabila, contre
Kassavubu est contre Lumumba, le 12 et le 13 septembre 1960. Tshisekedi est nommé commissaire général à la justice, donc ministre adjoint. Son patron, c'était Liao, n'est-ce pas? Et donc, mais d'où venait Tshisekedi? Mais il venait de la sécession du Katanga, du Sud Kassai de Bakwanga. Il venait de là où il était, je crois, il était ministre, je crois, de la justice aussi, n'est-ce pas? Chez Moulo Peka Longé. Chez Moulo Peka Longé, oui. Donc, il abandonne, n'est-ce pas, la sécession du Sud Kassai, dont Mobutu parle d'ailleurs qu'il y a eu des massacres terribles là-bas, auxquels Mobutu a mis fin, n'est-ce pas? Donc il vient à Kinshasa et il est récupéré par le Mobutu. Soit dit en passant, quand a-t-il eu le temps, n'est-ce pas, semble-t-il, de faire des études de droit pour être docteur en droit? D'abord à l'époque, à l'Ovanium, il n'y avait même pas de licence en droit, il n'y avait seulement qu'une candidature. Il n'y avait même pas de licence, je ne parle même pas de doctorat, n'est-ce pas? Donc quand a-t-il eu le temps, étant commissaire à la justice, n'est-ce pas, de traiter les dossiers, les signataires et d'aller au campus étudier? C'est impossible. Bref, Étienne Tshisekedi a accompagné Mobutu pendant très très longtemps, de 1960 jusqu'à la création de l'UDPS au début des années 1982. Donc de 1960 à 1982, donc pendant 22 ans, Étienne Tshisekedi a accompagné Mobutu. Après, il s'est séparé de lui, pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire d'élucider ici, mais il n'a jamais endossé sa part de responsabilité dans les événements qui se sont déroulés pendant les 22 ans où il a côtoyé, où il a cheminé avec Mobutu, et notamment la pendaison de Kimba et d'Anani et d'Amba, n'est-ce pas, au mois de juin, début juin, n'est-ce pas, 1966. C'est lui qui était ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? C'est lui qui était ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, il y a une interview qu'on peut trouver à la RTBF, où il justifie devant le journaliste belge pourquoi ces gens-là doivent être pendus, n'est-ce pas? Enfin, ça, c'est la part de l'histoire telle que moi, je la comprends. Mais encore une fois, Kérouine, il est possible que ma compréhension soit fausse, qu'elle soit erronée. Mais je me base sur des faits réels, n'est-ce pas? Je me base sur une analyse rationnelle, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps-là, mon cher Kérouine, les Congolais ne savaient pas que les Tutsis préparaient leur coup, c'est-à-dire le fameux plan d'occupation, de colonisation du Congo et de l'Afrique centrale. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Comme les Tutsis préparaient leur plan, doit-on aller aux élections dans un pays où le plan est en cours, où la priorité serait-elle de combattre justement ce plan? Mais mon cher Kérouine, logiquement non, hein. Ces élections ne servent strictement à rien. Donc ceux qui disent qu'on ne va pas aux élections dans un pays occupé ont raison. Mais évidemment, ils ont 1000 fois. Mais écoutez, la France, nous sommes ici en France, ici à Paris, chez vous, dans votre studio, dans ce beau studio, pour lequel je vous félicite. La France a été occupée par l'Allemagne. C'est le pasteur Constant plutôt qu'il faudrait féliciter. Oui, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'est un très beau studio, c'est un bel investissement. La France a été occupée par la Wehrmacht d'Hitler pendant 5 ans, après la défaite du mois de juin. Bien. Jusqu'à la libération de Paris. Pendant les 5 ans d'occupation de la France par Hitler, il n'y a pas eu d'élection. Lorsqu'un pays est occupé et que vous tenez des élections, c'est-à-dire que vous validez, vous justifiez, vous légalisez l'occupation. Et ça, c'est encore dans le plan des Tutsis, n'est-ce pas? Donc, ils appellent les élections de tous leurs vœux. Et ce n'est pas les premières élections. Je vous signale que, je vous rappelle qu'après chaque élection, que ce soit celle de 2006, de 2011, de 2018, et même de 2018, après 2018, qu'est-ce qu'on a eu? Mais on a eu d'abord la résurgence du M23. Maintenant, nous avons les Mombondo. Qui aurait pu imaginer qu'à Menkana, à Menkao, on allait tuer les gens, qu'on allait couper des têtes aux gens, des chefs coutumiers, et que ces têtes allaient servir de ballons? J'ai vu des images des têtes de chefs coutumiers servant de ballons de football. C'est incroyable. Il y a une image, mon cher Kérouine, qui m'empêche jusqu'aujourd'hui de dormir tranquille. Une image d'une scène qui s'est passée à Kishisha, n'est-ce pas, dont l'auteur, c'est une atrocité dont l'auteur n'est autre que le M23. Pour moi, le M23, soit dit en passant, n'est pas une rébellion congolaise. Pas plus que l'AFDL ne fut une rébellion congolaise. C'est encore ça dans le plan. C'est-à-dire que
ils vous mettent dans la bouche des mots, des concepts qui viennent d'eux. On a dit l'AFDEL est une rébellion congolaise. Et tout le monde répète, l'AFDEL est une rébellion congolaise. On a dit que le M23 est une rébellion congolaise. Ben oui, le M23 est une rébellion congolaise. Non. L'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, est une milice extrémiste armée et terroriste Tutsi, point barre. Et cette AFDEL, qui est comme une tumeur cancéreuse, qui a développé des métastases, notamment le CNDP de Laurent Nkunda Batouaré, notamment le M23, n'est-ce pas, les Rounigal et tous ces gens, le RCD, n'est-ce pas, d'Azeras Rouberois. C'est également une métastase qui a été développée par la tumeur cancéreuse qui s'appelle AFDEL. Donc, n'est-ce pas, pour en revenir, n'est-ce pas, à votre question, les élections qui sont organisées actuellement, pour moi, risquent d'être les dernières où le Congo sera encore uni. Quoique, comme on l'a dit tout à l'heure, Minembwe ne fait plus partie du Congo, Bunagana ne fait plus partie du Congo, Kishisha non plus. Je voulais parler de Kishisha. Il y a une atrocité qui a été commise, deux atrocités qui ont été commises à Kishisha. Il y a cela un an et demi, qui m'empêchent littéralement de dormir. J'ai les photos sur moi. Si vous voulez, je vous les montrerai en aparté. La première photo, c'est laquelle? La première photo montre une dame et son bébé pendus aux deux extrémités d'une même corde enroulée autour de la branche d'un arbre. Donc une mère et son enfant pendus aux deux extrémités d'une même corde enroulée autour d'une branche d'un arbre. C'est vrai qu'il existe en français l'expression faire d'une pierre deux coups, mais je n'ai jamais su qu'on pouvait faire d'une corde deux pendus. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Les summums du cynisme. Mais c'est le summum de la cruauté, d'une bestialité incroyable. Une mère et son enfant pendus aux deux extrémités d'une même corde enroulée autour d'un arbre, à Kishisha. La deuxième photo qui m'a vraiment répulsé, qui me donne des sueurs froides et des insomnies, une maman devant sa case préparait le petit déjeuner le matin pour son enfant, pour son bébé. Et le bébé est assis à même le sol. Et la photo montre quoi? La mère est abattue. La mère est abattue par des soldats du M23, mais qui ont laissé vivant l'enfant. Et l'enfant ne comprend pas. La petite, c'est une marmite en terre cuite qui est en train de bouillir sur le feu. Et l'enfant est là, à côté de la marmite et du corps de sa mère, mais comme c'est un bébé de 1 an et demi, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ils ont tué la mère devant l'enfant, ils ont laissé l'enfant vivant. Il faut être d'une cruauté extraordinaire. Je vais vous dire une chose. En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léon Ndaroubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate, n'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il me dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa, j'attends d'être reçu par le président fondateur, c'est par Mobutu, et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats, n'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsi. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov, oui. C'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas.
Donc, il dit que, Léonce Ndaroubagui me dit que il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe est de le taper. Eh bien, pour nous, les Tutsis, vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit, on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise des élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais Kwebe, vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent 2 jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent hein, pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera « Ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2. Le Sud-Soudan, le Nord-Soudan. Avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsiland, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsiland. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu, et une partie du Maniema. Ce plan existe, et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à se taper, à se couper des machettes?
c'est Kabila qui est là-dedans. Et soit noté en passant, encore une anecdote. Vous n'allez pas y couper. Je pose souvent la question aux Congolais. J'ai animé pas mal de conférences ici en Europe, partout j'ai animé des conférences. Je pose la question aux Congolais. Dites-moi, qu'est devenu Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo? Les gens disent, ah, le commandant Hippo. Mais c'est Joseph Kabila. J'ai dit non. L'un s'appelait Hippolyte, celui-ci s'appelle Joseph. Ce ne sont pas deux personnes, ce ne sont pas c'est pas la même personne. Qu'est devenu Hippolyte Kanambe, qui est arrivé dans les bagages de l'AFDL, qui fut le chef d'état-major de la force terrestre, n'est-ce pas, dont je crois que c'est le général Mounene qui fut son adjoint. Qu'est devenu le commandant Hippo, dont on ne parle plus, vous le savez bien. Le nom du commandant Hippo a complètement disparu. Eh bien, je vous apprends que le commandant Hippo a été assassiné en 2008, au mois de février, par son oncle James Kabarebe, et que celui que s'appelle aujourd'hui Joseph Kabila, c'est le jumeau de Hippolyte Kanambe. Donc, voyez ce pays, le Congo, on assassine son chef d'État, Hippolyte Kanambe, on le remplace par son jumeau. Et circulez, messieurs, il n'y a rien à voir. Tout est normal. Mais c'est pour ça que je me dis, mon cher Kérouine, n'importe quoi peut nous arriver. Maintenant, quand on remplace un chef d'État à la tête d'un pays, sans que les gens s'en rendent compte, ni les militaires, ni le clergé, ni le cardinal, ni les évêques, ni les journalistes, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, personne ne s'en rend compte qu'on a remplacé un chef d'État. J'ai avec moi ici la photo des deux jumeaux côte à côte. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc Jeannette... N'est pas la jumelle. Ah, Kabila n'est pas la jumelle. Mais non. Mais le monsieur est bel et bien un jumeau. Mais bien sûr, Joseph Kabila est jumeau de Hippolyte, mais pas de Jeannette Kabila. Ils ne sont pas nés la même année, ni dans la même ville. Et d'ailleurs, Jeannette Kabila est en fait apparentée à qui? À James Kabarebe. James Kabarebe qui est en fait... Vous savez, James Kabarebe vient quasiment chaque week-end faire la Nouba à Kinshasa. Quasiment chaque week-end. Il descend à bord de son avion jet privé à l'aéroport de Njili. Une voiture aux vitres blindées s'avance sur le tarmac. Il monte à bord de la voiture, ni vu ni connu. Il vient faire la Nouba dans les hôtels à Kinshasa. C'est tout. Voilà où nous en sommes. Et lui-même, Joseph Kabila, vous savez, pendant il n'a jamais pu tenir un débat à la télévision. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je me rends compte qu'aucun des 24 candidats ne passera devant les écrans de télévision pour animer un débat. C'est quoi cette démocratie où les protagonistes ne tiennent pas de débat? Ben, ça a été décidé au niveau de la CESA, qui est dirigée par quelqu'un dont un des parents est d'origine rwandaise. Mais voilà. Et donc, pendant les élections de 2006, de 2011, de 2018, il n'y a pas eu un seul débat contradictoire entre les candidats présidentiables. Pas un seul débat. Mais c'est lamentable. C'est quoi cette démocratie? Donc, pour ce qui est de Joseph Kabila, qui pour moi reste un monstre, c'est lui le coupable. Pendant la journée, il passe pour être un Congolais. La nuit, il devient un Tutsi. Et il travaille pour ce plan. Il travaille pour ce plan. Le plan qui comporte 18 points. Alors, s'il travaille pour ce plan, on peut réfléchir en se disant que le meilleur candidat aux élections présidentielles, ça sera la personne à même de contraindre ces plans. Mais avez-vous un candidat que vous soutenez? Parmi les 24 candidats, je soutiens le 25e candidat. Lesquels? La République démocratique du Congo. Malheureusement, ce candidat ne figure pas sur la liste de la CENI. Parce que c'est ce candidat qui est en danger. Parce que aucun des 24 candidats, je dis bien aucun, n'a la moindre idée du danger qui menace notre pays, mon cher Kérouine. Aucun. Ils tiennent des propos tellement décousus, tellement irrationnels, tellement enfantins, tellement biscornus, tellement abscons. Je me dis, mais quel est l'âge mental, enfin, de nos candidats? Quel est leur âge mental? Comment ils ne se rendent pas compte que le pays est en train d'être balkanisé? Quels sont les éléments qui vous font dire que le pays est en train d'être balkanisé? Ah. D'abord, l'occupation. L'occupation, c'est la cause fondamentale. Notre pays est occupé militairement parce qu'au sein des forces armées congolaises, les FARDC opèrent à peu près
d'après les chiffres, mais ce sont des chiffres qui doivent être revus, il faut rendre à César ce qui est à César, ce sont des chiffres qui m'ont été fournis dans un premier temps par la Pareco, à l'époque de M. Ngbanda, oui, Honoré Ngbanda. d'heureuse mémoire, oui. Il y avait à peu près 2500 officiers Tutsis au sein de FARDC. 2500. Parce que l'AFDL, je vous l'ai dit, n'était pas une rébellion congolaise. L'AFDL fut une milice armée, ethnique, Tutsi, extrémiste et terroriste. Et celui qui l'a oublié, le premier, c'est qui? Ben, c'est Laurent Désiré Kabila. Et vous savez comment il a terminé sa vie. Est-ce qu'on peut abattre un chef d'État dans son bureau? Mon cher Kerwin, sachez qu'un bureau d'un président de la République, c'est l'endroit le plus sécurisé dans un pays. D'abord, il possède la garde présidentielle. Il a tout un régiment à sa disposition. Eh bien non, Laurent Désiré Kabila est abattu dans son bureau, n'est-ce pas, en janvier, je crois le 16 janvier 2001. Et puis, on dit que c'est... qui s'appelle Rachidi qui l'aurait abattu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà donc, dans un pays, donc, vous m'avez posé la question, le pays, le Congo est sous une occupation militaire. Parce que l'AFDL, qui a provoqué la chute, l'effondrement du régime de Mobutu, fut une milice armée, ethnique, tutsi, extrémiste et terroriste. Il n'y a rien à faire. Et, évidemment, la devanture, la vitrine de l'AFDL était présentée comme une vitrine congolaise, notamment avec Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila. Mais ça, c'est leur stratégie. Je vous ai dit le point 4. Ils opèrent comme ça. Ils vous mettent devant, eux se tiennent derrière. Vous faites votre petit cinéma. Dès qu'ils n'ont plus besoin de vous, allez hop, ils vous empoisonnent, ils vous abattent. Donc, lorsque l'AFDL prend le pouvoir le 17 mai 1997, qui est le chef d'état-major général de l'armée? C'est James Kabarebe. Tiens, comme par hasard, qui deviendra plus tard ministre de la Défense au Rwanda et qui jusqu'à aujourd'hui se trouve au Rwanda. Que je sache. Ministre de la coopération régionale. Voilà. Il est un Tutsi. Et donc, pendant le temps qu'il est resté comme chef d'état-major, il a resté comme chef d'état-major général, mais il a placé les Tutsis au poste clé dans notre état-major, n'est-ce pas? Et donc, pendant ce temps-là, nous étions totalement distraits. Donc, les Tutsis ont infiltré l'armée, et aidé en cela par qui? Mais par la MONUSCO. Puisque là, c'est la MONUSCO qui a parrainé les opérations de brassage, de mixage. Mais, mon cher Kerwin, comment peut-on brasser une armée qui est le pilier, la colonne vertébrale d'un pays? On brasse, c'est-à-dire qu'on mélange du riz avec du sable, avec du pondu, donc on fait un salmigondi extraordinaire. C'est ça les FARDC. Et vous demandez à cette armée de combattre une milice comme les M23 qui n'arrive pas à la combattre. Mais pourquoi? Mais parce que dans les FARDC, qui n'est pas n'importe quelle armée, je vous signale que c'est les soldats de la force publique, les soldats congolais, qui ont infligé la première défaite à l'armée allemande en 1916. Qui était l'armée la plus puissante du monde. Exactement, le soldat congolais. Et ça, il faut leur rendre hommage. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer comme Haïti? Haïti a infligé une défaite à Napoléon et les Congolais ont infligé une défaite au Kaiser. Oui. Donc, non seulement, nous avons chassé les Allemands du Rwanda au mois de mai 1916. Nous avons chassé les Allemands du Burundi au mois de juin 1916. Et nous avons chassé les Allemands du Tanganyika, parce que le Tanganyika fut aussi une colonie allemande. N'est-ce pas? La Tanzanie, quoi. La Tanzanie d'aujourd'hui. Et nous avons également chassé les Allemands du Cameroun, figurez-vous. Nous, c'est-à-dire la force publique. Et vous avez à Kinshasa des noms comme Tabora, Maïenge, Gambela, ce sont Abyssinie, ce sont les noms qui appellent les marchés de Birmanie. La Birmanie, oui, ce sont les noms. Les Myanmar. Mais oui, ce sont les noms des lieux où les soldats de la force publique, les soldats congolais, se sont illustrés. Illustrés. C'était la plus forte armée. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de faire mordre la poussière à une petite milice qui s'appelle M23. Pourquoi? Mais parce que ce n'est plus une armée. Elle a été complètement infiltrée. Et donc, si j'en veux, n'est-ce pas, un peu à Fachi, c'est que Fachi a commencé à se séparer des Tutsis, même s'il ne prononce pas le nom. Même si, au mois de février-mars 2019, quand il est parti à
à Tottenham, en Angleterre, il a dit que les Banyamulenge sont nos frères. La foule s'est levée, hein, la foule a protesté violemment. Mon cher Kerwin, j'ai beaucoup étudié le personnage de Fachi. J'ai dit des choses terribles, dures contre lui. J'ai répété ce que les gens disent contre lui, sur lui. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur Fachi. Et je me suis fait la réflexion suivante. Suivez mon raisonnement. Lors du choix du candidat unique pour l'élection de 2018, qui devait s'opposer à Ramazani Shadari, les Congolais se retrouvent à Genève, n'est-ce pas? La fameuse réunion de Genève. Ils étaient, je crois, une bonne dizaine. Sur les dizaines de Congolais qui devaient choisir un candidat unique, je mets entre guillemets, le super tocard, pour utiliser le terme hippique, c'est Fachi. Fachi n'a pas beaucoup étudié. On dit qu'il n'est pas intelligent. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait aucune expérience. Et il devait affronter, et face à lui, il y avait qui? Mais il y avait les Namouizi, il y avait les Mozito, il y avait tous les Jean-Pierre Bemba, les Fayoulou. Tout ça. Donc, des poids lourds. Des poids lourds. Et Fachi, d'abord, il le dit d'ailleurs, que nous avons donné notre confiance à qui? À Fayoulou comme candidat unique qui va nous représenter, qui va combattre, donc qui va lutter pour affronter le candidat du pouvoir. Ok? Mais je suis désolé. Aujourd'hui, mais c'est Fachi qui est président de la République. Depuis 5 ans. Alors, je me suis fait la réflexion suivante. Est-ce que Fachi ne cache pas des dons, des qualités inconnues et méconnues des Congolais? Y compris dans le mensonge, dans la tricherie et tout ça. Mais c'est génial ce qu'il a fait. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, qu'un enfant de l'école primaire puisse battre un professeur d'université. C'est ce qui s'est passé. Et au point même de rouler Joseph Kabila dans la farine. Puisqu'il a rompu le pacte, le deal, le fameux deal, dont il ne veut pas parler. Vous savez, moi, si j'étais directeur de campagne de Fachi, je vous assure qu'en 48 heures, je renverse complètement l'équation. En 48 heures. Je suis quand même un spécialiste en communication. Mais je ne suis pas son directeur de campagne et je ne le serai jamais, parce que je ne trahirai jamais la dame dont je suis le confident. Mais je vous assure qu'il sera, pour moi, c'est sûrement elle, la future présidente de la République démocratique du Congo. Donc cette histoire, vous n'y avez pas encore renoncé? Mais je ne renonce jamais, je suis un homme extrêmement fidèle. Donc c'est une dame qui va diriger la République démocratique du Congo. C'est une dame qui va ramener la paix, parce que la paix appartient à la dame, aux femmes, aux mamans. C'est elle qui va rétablir la justice. C'est elle qui va faire sécher les larmes des orphelins et des veuves. C'est cette dame-là. Comment s'appelle-t-elle? Je ne vous donnerai pas son nom. Elle est dans quel pays? Pour le moment, elle vit aux États-Unis. C'est une experte comptable. Et je vous signale que ceux qui sont dans les hautes sphères politiques au Congo, Joseph Kabila la connaît, Félix Tshisekedi. Tshisekedi la connaît, Vital Kamerhe la connaît très bien, et ils en ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que c'est elle qui vient. Elle arrive bientôt. Très bientôt. Jésus dit, je viens bientôt. Oui. Et bientôt. Mais Jésus est déjà de retour. Et quand les hommes crieront paix, c'est alors qu'une ruine soudaine. Oui, quand vous dites Jésus, quand Jésus dit qu'il reviendra bientôt, Jésus, vous dites Jésus-Christ, hein? Oui. Parce que le terme Christ est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Jésus est un nom propre, Jésus. Oui. Mais le Christ, c'est un grade dans la hiérarchie spirituelle de notre planète. Et donc Jésus a reçu les pouvoirs du Christ. Donc tous les miracles qu'il a opérés, auxquels d'ailleurs il n'attachait pas beaucoup d'importance d'ailleurs, n'est-ce pas? Tous les miracles que Jésus a opérés, je dis ça pour eux, je suis désolé pour ceux qui lisent la Bible et qui lisent les évangiles, qui comprennent les choses différemment par rapport à moi, mais vous m'avez posé la question, j'y réponds, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais attaché beaucoup d'importance au miracle. D'ailleurs, il a dit que si vous aviez la foi une foi comme la foi d'un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et la montagne se déplacerait. C'est-à-dire qu'il n'attachait pas beaucoup d'importance, n'est-ce pas, au miracle. Mais Jésus-Christ est le Christ de l'ère des poissons.
Il est venu apporter le message qui devait guider notre humanité pendant l'ère des poissons. Et c'est comme ça. Mais lui, il est né dans l'ère du bélier. C'est pour cela qu'on l'appelle l'agneau. Hein? L'agneau. Parce que la tribu de Juda. Mais oui, donc il est né sous l'ère des béliers. Mais c'est lui le Christ de l'ère des poissons. Et d'ailleurs, son premier miracle, c'est quoi? Il a transformé l'eau en vin à la messe de Cana. Nous sommes d'accord? Et la plupart de ses disciples, à part peut-être Matthieu, qui était un percepteur d'impôts, n'est-ce pas, au ministère des Finances, la plupart de ses disciples étaient qui? Mais étaient des pêcheurs. Et le dernier miracle qu'il opère au lac de Tibériade, hein, quand, n'est-ce pas, on prétend qu'il est ressuscité, mais les apôtres ne savent pas, les disciples d'Emmaüs se demandent, mais il semble qu'il est ressuscité, on ne l'a pas vu. Vous connaissez l'épisode, n'est-ce pas, des disciples d'Emmaüs. Et puis les apôtres, avec Pierre, hein, à leur tête, ils vont pêcher, ils vont jeter le filet sur le lac de Tibériade, dans le lac de Tibériade. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'attrapent pas de poisson. Le matin, ils entendent quelqu'un leur dire, mais est-ce que vous avez attrapé du poisson? Ils disent, non, maître, on n'a rien attrapé. Alors le monsieur, depuis le rivage, leur dit, mais jetez votre filet à droite. Et Pierre jette le filet à droite. Oh, quand il tire le filet, il est bourré de poissons. Pierre se dit, ça ne peut être que Jésus. C'est le maître. Et il plonge dans l'eau. Mais vous savez, il pêchait nu. Hein. Mais c'était des pauvres gens. Et il vient sur la rive du lac de Tibériade. Il trouve effectivement Jésus là-bas. Bon, vous connaissez la suite. Donc, la question pour nous aujourd'hui, pour nous les Congolais aujourd'hui, c'est que vous avez utilisé une expression qui m'a vraiment marqué. Nous sommes à l'orée du bois, nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne faisons pas attention, et nous ne faisons pas attention, nous allons perdre définitivement ce pays. Parce que les Tutsis ne sont pas venus pour le pouvoir, pour l'argent. Non, ils sont venus pour nous confisquer notre terre. C'est un peuple de pasteurs nomades qui connaissent la valeur, n'est-ce pas, de la terre. Mobutu n'y a pas cru. Vous savez qu'en 1993, je suis arrivé en Belgique en 1988, le 30 mai, n'est-ce pas, en 88. En 1993, Mobutu, à l'époque, son directeur de cabinet s'appelle Vundawete Pemako, Félix. Alors, la deuxième épouse de Félix de Pemako, c'est maman Marie-Thérèse Bassiala, n'est-ce pas, qui était conseillère juridique du président Mobutu. Et elle a étudié le droit aux États-Unis, à l'université là-bas. Et l'un de ses condisciples est devenu un grand monsieur, une grosse huile, n'est-ce pas, dans le service de renseignement à la CIA. Et l'ancien ami, l'ancien condisciple de maman Thérèse Bassiala, qui m'écoute, lui envoie un petit mot. Lui dit, écoute, dites à votre président que ses jours au pouvoir sont comptés, qu'il va être renversé de façon violente. Ce sont les Tutsis qui vont l'abattre. Dites-le, si vous voulez vraiment sauver encore les meubles, si c'est encore possible. Maman Bassiala en parle à son mari, à Félix Vondouawe. Il dit, écoute, voici le message que je viens de recevoir d'un de mes anciens condisciples qui dit que, nous sommes en 93, hein, que les jours de Mobutu sont comptés et qu'il va être abattu, son régime va être abattu par les Tutsis. Il faut l'en informer. Alors Félix Vondouawe dit, écoutez, si j'ose dire cela au président fondateur, même en public, il est capable de me gifler. Qui va croire que les Tutsis vont me renverser? Bon, mais Bassiala a dit à son mari, écoute, dis-lui quand même, donne-lui quand même cette information. Suppose que quelqu'un d'autre lui dise que voilà, les Tutsis préparent un coup contre vous et que votre directeur de cabinet est au courant, mais qu'il ne vous en a pas parlé. Que va penser Mobutu? Que vous êtes complice? Donc, dis-le lui, quitte à être giflé, mais dis-le lui. Eh bien, Vundouawe écoute les conseils de sa femme. Et un jour, Mobutu l'invite à Badolité parce qu'il devait célébrer, je crois, un anniversaire ou un baptême, je ne sais pas. Bon. Ils avaient un peu bu, ils étaient de bonne humeur, Mobutu était vraiment de bonne humeur. Vundouawe dit, c'est le moment ou jamais de lui glisser l'information. Et il lui glisse l'information, il dit, mais vous savez, c'est un président fondateur. Maman Bana me dit que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre vous. Et que, donc, on va vous abandonner. Il semble que Mobutu a failli tomber, de sa chaise, de rire. Il dit, mais enfin, Philippe, est-ce que vous pouvez croire une chose pareille? Et la DSP, et les phases, et il y avait aussi une force qui s'appelait les FIS, Force d'intervention spéciale. Il dit, mais écoute, président, je devais vous en parler, par honnêteté. Et puis, ils ont oublié l'affaire. Quelques mois plus tard,
je suis à Bruxelles, et le président, M. Beye Djema, qui était à l'époque ministre de la Culture, et qui était en fait le précepteur des enfants du président Mobutu, m'appelle à l'époque à l'hôtel Sheraton, à la place Roger. Je m'y rends, et il me montre un document. Ce document était intitulé Préavis zéro. Ah, pourquoi? Mais parce que le compte à rebours déclenché par les Tutsis depuis le 6 août 1962 est arrivé à expiration. Ils sont d'une logique mathématique. Donc, ils ont estimé que depuis 1962, ils ont attendu le moment propice et que maintenant, ils arrivent à la fin du compte à rebours. Et donc, maintenant, c'est le préavis zéro. Alors, c'est un monsieur en Belgique qui informe dans le président. Hein, il dit attention, votre régime est vraiment menacé, on va vous renverser. Et c'est ce monsieur qui dira à Mobutu de ne pas se rendre à Arusha. Parce que Mobutu devait être abattu dans le même avion que Ntaryamira et que Habyarimana. Dans le même avion. Pourquoi? Parce que son avion à lui, la ville de Lissala, avait été retenu à Londres. N'est-ce pas? L'avion était retenu à Londres, avait été envoyé à Londres pour un check-up. Alors, le jour où l'avion devait retourner à Gbado pour qu'il aille à Arusha, eh bien, l'ambassadeur, feu ambassadeur Moyanso, Kimbulu Moyanso, apprend au président Mobutu que les Anglais ne veulent pas lâcher l'avion parce que vous avez des dettes. Alors, Mobutu lui demande, mais est-ce que vous avez payé la facture? Il dit, mais oui, j'ai payé la facture, mais les Anglais ne veulent pas lâcher votre avion. Pourquoi? Parce qu'on voulait forcer Mobutu à monter dans l'avion de Habyarimana, donc le Falcon 250. Et il aurait été abattu, lui, Mobutu, Habyarimana et Ntaryamira. Donc, faire d'une pierre trois coups. 2 présidents Hutu et un président Muntu congolais. Et c'est ainsi que Mobutu n'ira pas à Arusha, malgré les supplications de Habyarimana qui lui dit, écoute, grand frère, il appelait grand frère, hein, grand frère, vous devez venir parce que vous êtes le plus expérimenté, nous serons là avec Kagame, avec Museveni, ceux de Tutsi, ils vont nous manger crus. Mobutu a dit, non, je n'y vais pas. Et c'est ça qui l'a sauvé, disons, momentanément. Et donc, j'en étais à Joseph Kabila. Je vous dis, c'est le jumeau parfait d'Hippolyte qui est venu le remplacer après l'assassinat de son jumeau. Et d'ailleurs, pendant les premiers mois de son arrivée à Kinshasa, il ne parlait pas à cause de son accent. Et il a dû engager des professeurs. Si vous cherchez, vous trouverez des professeurs qui étaient là-bas pour lui apprendre à parler le français, à un peu, n'est-ce pas, adoucir son accent, son affreux accent, n'est-ce pas, rwandais, hein, qui ne prononce pas bien les R. Hein. Donc, bref, voilà donc un monsieur qui arrive à Kinshasa. Je parle ici de Hippolyte Kanambe. Il arrive à Kinshasa, il met les pieds à Kinshasa pour la première fois le 17 mai 1997 avec l'AFDL. C'est la première fois qu'il met les pieds à Kinshasa. Il porte des bottes en caoutchouc, des bottes de jardinier. Eh bien, 3 ans et 2 mois plus tard, ce monsieur se retrouve président de la République. Mais mon cher Kérouine, comment les Congolais ne s'arrachent pas les cheveux, pour ceux qui en ont, devant ce prodige, je dirais, galactique? Un étranger, un sans-papier, qui débarque dans un pays. Hein? Regardez les sans-papiers qui vivent ici en France. Hein? Les SDF. Et 3 ans plus tard, ils se retrouvent à l'Élysée. Vous vous rendez compte? Ça ne s'est jamais passé dans le monde, depuis que le monde est monde. Donc non seulement on remplace un chef d'État à la tête du pays, sans que les gens s'en rendent compte, mais un chef d'État arrive alors que 3 ans plus tard, c'était un SDF. Hein. Il est arrivé sans passeport, sans visa. Il est entré illégalement. Voilà ça qui me fait dire que notre pays encourt des dangers terribles et que tous les scénarios catastrophes peuvent se produire au Congo. Que si cela s'est produit au Congo, alors c'est que la balkanisation est possible si on n'y fait pas attention. Et maintenant, avec ces élections, nous y sommes. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont réunies pour la balkanisation. Lesquelles? D'abord, le conflit sanglant entre les Katangais et les Baluba. Et on se retrouve maintenant, qui nous ramène à 1960. Comme vous le savez, c'est le Katanga qui fut la première province sécessionniste, le 11 juillet 1960. Et le sang a coulé. La deuxième province,
la deuxième province qui est entrée en sécession, plus exactement le district de Bakwanga, avec Kalonji Ditunga, où on a retrouvé également Joseph Etienne Tshisekedi, on en a parlé tout à l'heure. Voilà que les deux provinces qui ont voulu se détacher du Congo sont maintenant opposées à travers leurs leaders. Cela crée une condition explosive pour que le Congo, n'est-ce pas, disparaisse. Deuxièmement, vous le savez, ce qui s'est passé à Malemba Nkulu. Les scènes qu'on a vues à Malemba Nkulu. Mon cher Kenvin, je n'en revenais pas. Mais comment peut-on abattre à coups de machette des compatriotes congolais? Et les gens applaudissent. Je me dis, ce pays est en train de faire naufrage. Et personne ne s'en rend compte. Troisième raison. Parmi les candidats à la présidentielle, dont je suis la campagne, j'ai appris, mais c'est un chiffre qui reste à confirmer, mais il y a des indices qui ne trompent pas. Moïse Katumbi, semble-t-il, disposerait d'un budget de 4 milliards de dollars pour sa campagne électorale. Mais mon cher Kerwin, le président américain, les États-Unis d'Amérique, c'est 280 millions d'habitants. Mais le président américain n'a même pas un budget de 500 millions d'habitants, de 500 millions de dollars pour sa campagne. Et voilà que Moïse Katumbi, qui fut gouverneur du Katanga pendant 9 ans, étale un budget de 4 milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai? Mais j'ai envie de croire. Pourquoi? Parce que jamais dans l'histoire du Congo, on a vu un tel déploiement de moyens logistiques par un candidat à la présidentielle. Moïse Katumbi a plus de moyens que le président de la République lui-même, vous le savez bien. Des avions, des hélicoptères, une noria de jeeps, je crois qu'il doit avoir 600 jeeps à sa disposition. Je me dis, tout ça pour une campagne électorale. Je dis non. Jamais vous me ferez avaler à moi, Kwebe Kimpele. Entre nous soit dit, mon vrai nom ce n'est pas Kwebe, c'est Nkep. N apostrophe K apostrophe B en Kiyansi, qui signifie placenta. Nkep. Enfin, on appelle Kwebe. Bien. Donc, vous ne ferez pas croire qu'en République démocratique du Congo, dont le budget annuel est de combien? De 4 milliards, il y a un candidat qui a 4 milliards pour sa campagne électorale. Mais enfin, cet argent, ça va financer la guerre civile et la balkanisation. Si ce montant est avéré, de près ou de loin, l'argent dont on prête le montant à Moïse Katumbi, cet argent va servir à déclencher la guerre civile et au terme de la guerre civile, la balkanisation du Congo. Et donc Moïse Katumbi, pour moi, s'il a accepté cet argent, c'est qu'il travaille sciemment, délibérément pour le démantèlement du Congo. Mais entre nous soit dit, Moïse Katumbi, moi j'ai étudié, moi j'ai été à Lubumbashi à plusieurs reprises, j'ai même dirigé le journal de 12h30 depuis Lubumbashi, j'ai connu Mandou Boulaniati comme gouverneur, n'est-ce pas, du Chaba à l'époque. J'ai connu tous les gouverneurs de l'époque, je les ai connus. Je n'ai pas vu un gouverneur dont la richesse arrive même pas à la cheville de celle de Moïse Katumbi. Et quand on lui pose la question, il dit, ah, vous savez, c'est l'argent qui vient de mes activités de pêcherie. Mon cher Kerwin, en pêchant le menu fretin dans le lac Tanganyika, le Ndakala, hein, vous pêchez le Ndakala, le lac Tanganyika, comme pêcheur, et vous vous retrouvez devant une fortune immense de plusieurs milliards de dollars. Enfin, vous nous prenez pour qui? Ça, c'est un de deux. Mais allez voir maintenant les contrats. Vous savez que quand vous êtes à Kasumbalesa et que vous comptez les voitures, les camions, les trucks, les remorques qui passent, Moïse Katumbi, à lui tout seul, disposerait, semble-t-il, de plus de 250 remorques de sa société qui s'appelle Hakuna Matata. Et j'ai appris par un avocat qui le combat que tout le sous-sol du Katanga a été vendu par lui. Alors moi je me dis, dans quel état a-t-il laissé le Katanga après 9 ans de gouvernorat? Dans quel état? Allez voir aujourd'hui. Allez voir aujourd'hui Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Kolwezi. À quoi ressemble le Katanga aujourd'hui? Les propriétaires du sol du Katanga, ce sont les Babemba, n'est-ce pas? Et les Karund. Dans quelles conditions ils vivent? À part les cités minières, les cités industrielles,
dont je viens de citer le nom ici, le Lubumbashi, Kipushi, Likasi et Kolwezi, où ils ont un peu de courant, ils ont de l'eau à la pompe. Mais tout le reste du Katanga vit encore comme à l'époque de l'âge de la pierre taillée. N'est-ce pas? Dans quelles conditions vivent les gens à Lubumbashi, dans les communes de la Kenya ou de Kamalondo? Dans quelles conditions ils vivent? Quel est son bilan? Quel est le bilan de son gouvernorat? Rien. Rien du tout. N'est-ce pas? Et j'apprends que sa femme, qui s'appelle Karine, Nahayo, je sais pas qui, Nahayo est une Tutsi burundaise. Et donc, on retrouve de nouveau le fameux plan d'infiltration, d'occupation. Son papa, c'était, je crois, l'ambassadeur du Burundi en Belgique. En Belgique, oui. Et son papa était également impliqué dans une histoire d'assassinat d'un leader politique Hutu au Burundi. Comme je vous ai dit, pour un Tutsi, tuer un Hutu, c'est faire œuvre de prophylaxie. Donc quand vous voyez un moustique, vous devez le tuer parce que vous savez qu'il va vous mordre. Et pour les Hutus, c'est ce que me disait Léon Zdambadi. Avec la présomption d'innocence, hein, selon ce qu'on raconte. Donc. Mais écoutez, les 12 millions de morts dont on parle au Congo, ils sont morts de quoi? De rire ou de fatigue? De quoi sont morts les 12 millions de morts? La scène dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, de cette femme avec son enfant pendu aux deux extrémités d'une même corde. Elle s'est pendue elle-même. Mais les 12 millions de morts, il faut quand même qu'on en parle. À Makobola, on a enterré des gens vivants. Moi, j'ai vu des images en 1997, n'est-ce pas, de Makobola. Tout un village dont les habitants avaient été décapités. On les a décapités, on les a embrochés comme des Kamundele, n'est-ce pas, dans des branches, avec des branches, et on les a promenés partout pour frapper les gens de stupeur et d'épouvante. Mais, mon cher, nous connaissons maintenant la nature du danger qui menace ce pays. Notre mouvement, la Nouvelle Conscience Congolaise, pour ne pas la citer, connaît la nature du danger. Et nous ne rigolons pas. Nous ne rigolons pas, n'est-ce pas? Voilà que, maintenant, alors que le danger, l'épée de Damoclès, vous savez, c'est une épée qui était suspendue par un cheveu, le cheveu d'Ariane, au-dessus de la tête. Donc c'est un cheveu qui est fin, l'épée, à n'importe quel moment, le cheveu peut se rompre, et l'épée vous tomber sur la tête, sur le crâne. Pendant que l'épée est suspendue au-dessus de nos têtes, que font les Bantous congolais? Mais ils battent campagne, ils vont pour les élections pour la 4e fois, alors que les 3 premières fois se sont terminées toujours par des désastres. Je me demande, quel est l'âge mental des Congolais? Je veux m'attirer certainement des ennemis, mais il semble que des psychologues ont mené une étude épistémologique au Congo sur la population congolaise. Il semble que 20% de Congolais souffriraient de dérèglement mental. 20% de Congolais. Et effectivement, quand j'écoute ce que les Congolais racontent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, mais j'ai honte pour moi, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont la moindre conscience de ce qu'ils disent? Encore un exemple. Un jour, je suis assis, bon, j'ai comme 75 ans, je ne peux pas rester debout pendant 2 heures. J'attendais un bus, et je me suis assis. C'était pendant l'été, il faisait beau, vers 14 heures. Une femme vient derrière moi et passe devant, et puis elle commence à insulter ma mère. Comme ça, spontanément, directement. Elle insulte ma mère pendant 5 bonnes minutes, en lingala. Et puis, quand elle a terminé, je lui demande, je dis, mais au Cilici, avez-vous terminé? Elle se remet de nouveau à insulter ma mère pour la 2e fois. Et puis, quand elle a terminé, je dis, mais pourquoi n'avez-vous pas insulté aussi mon père? Mais elle se retrouvait totalement ridicule, idiote. Et puis elle est partie. En pleine journée, à 14 heures, il y avait des tas de gens là-bas. Je ne sais pas qui elle était, d'où elle venait. Mais je sais que c'était une Moulouba. Elle avait l'accent typique de Balouba. Mais alors, comme vous avez critiqué Tshisekedi... Mais voilà. Mais ça, je ne le savais pas sur le champ. C'est 2 mois plus tard qu'un Congolais qui avait suivi la scène me dira, mais je connais la femme qui t'a insulté l'autre jour. Je connais son mari qui est parti à Kinshasa. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est là-bas. Il cherche à être nommé comme conseiller de Fachi. Et c'est parce que finalement, tu as traité Fachi de ceci, de cela. Mais les propos que j'ai tenus sur Fachi, mon cher Kerwin Maïso, ces propos ont été tronqués, censurés. Le raisonnement, comme je vous ai tenu tout à l'heure. J'ai dit, mais si vous dites ça de Fachi, hein, qui n'est pas intelligent, qu'il est ceci trisomique et qu'il est tout ça,
Mais comment expliquer qu'il a battu des gens qui sont 1000 fois plus intelligents que lui, plus riches que lui, plus âgés que lui, plus expérimentés que lui? Comment vous expliquez ça? Comment expliquer qu'il faut qu'aujourd'hui Fathi devienne président de la République pendant 5 ans? Alors qu'il n'avait pas l'ombre d'une chance, pas un atome de chance de devenir président de la République. Parce que d'abord, à Genève, ce n'est pas lui qui a été désigné comme candidat unique, n'est-ce pas, de l'opposition. Parce qu'aux élections de 1918, de 2018, ce n'est pas lui qui a gagné l'élection, n'est-ce pas? Mais malgré tout, malgré ce qui s'est passé à Genève, malgré qu'il n'ait pas gagné l'élection présidentielle de 2018, il est quand même président de la République. Dans ma tête, je me dis, mais il y a quelque chose, il faut quand même qu'il y ait une explication. Allez, disons, c'est un menteur. Mais tous ceux qui mentent ne deviennent pas président de la République. Hein. Et d'abord, est-ce que vous connaissez un homme politique au Congo qui ne ment pas? Tout le monde ment. Mais le mensonge de Félix l'amène à la présidence de la République. Alors le mensonge des autres, non. Je me dis, donc, il doit posséder des dons ou des qualités secrets, des dons secrets, cachés, méconnus, qui lui permettent de réaliser pour moi ce que j'appelle des prodiges. Je ne suis pas admiratif. Je ne suis pas admiratif. Hein. J'essaie de mener une analyse purement rationnelle. Et parmi les prodiges, il dénonce le Rwanda, mais la frontière est ouverte. Oui. Il n'a pas rompu les relations diplomatiques. Il n'a pas fait une déclaration de guerre. Non, non. Mais il dit que le Rwanda nous attaque en France et en même temps. Oui, en même temps. Non seulement ça. Comme Macron. Oui. Lors de la prestation de serment le 24 janvier, n'est-ce pas, 2019, il traite Kabila de son frère. Et puis aujourd'hui, non. Ils rompt la coalition avec le parti de Kabila. Son parti cache, il n'est plus avec le CFL, non, avec le PPRD. Non seulement cela, mais il débauche systématiquement tous les députés de Kabila. Il les achète au Parlement. Hein? Alors je me dis, quel est le ressort, quel est le schéma mental qui permet à Fathi de réussir des prodiges? Moi j'appelle ça des prodiges. Est-ce que c'est diabolique? Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est métaphysique? Moi, au début, parce que tout le monde dit, il est clivant, hein? Fathi est clivant. On est on est contre lui ou on est pour lui. Et ceux qui sont avec lui le sont à 100%, sans réfléchir. Et ceux qui sont contre lui le sont aussi à 100%, sans réfléchir. Moi, je ne prends pas les choses du milieu. Quand Fathi prend des mesures absolument ridicules et contre-productives et antinationales, je suis le premier à le critiquer. N'est-ce pas? Donc, pour moi, Fathi a tenu des propos absolument scandaleux quand il prétend que les Banyamulenge sont nos frères. Les Banyamulenge ne sont pas nos frères. Les Banyamulenge sont nos ennemis. Ce sont ceux-là que Mobutu a dit le 19 décembre 1996, lors de son retour de Val-de-Grâce, quand il est revenu à Kinshasa, n'est-ce pas, il a été accueilli comme un sauveur. C'était en fait ce jour-là que Mobutu en fait faisait ses adieux à la capitale. Le vendredi, n'est-ce pas, 16 décembre 1996, quand il a dit « ils m'ont poignardé dans le dos ». Vous vous rappelez, hein? Quand il dit « ils m'ont poignardé dans le dos », c'est qui? Mais c'est les mêmes Banyamulenge qui l'ont poignardé dans le dos, n'est-ce pas? Encore une anecdote. Je viens de terminer le journal de 12h30 vers 13h30. Je termine le débriefing. Après le journal, on fait un débriefing. Et puis je reçois un coup de téléphone du professeur Longé Mbela, qui était le directeur de cabinet de Jacques Chimbombo, qui vient de mourir. Empoisonné, semble-t-il. Il me dit, écoute, il m'appelle Lé, mon aîné, viens. Quand il me dit, oui, ça vient. Viens au bureau. Leur bureau était situé au rond-point de l'Afrique centrale, à Kinshasa. Je m'y rends vers 14h, 14h30. Il me dit, le patron vous appelle. Le patron vous appelle. Son patron, c'est Jacques Chimbombo, hein, Chimbombo Mukuna. Alors, son bureau, donc il y a un petit couloir, et puis devant son bureau, la porte de son bureau était capitonnée, hein, pour que les bruits de l'extérieur ne rentrent pas, et les parleurs, les propriétaires à l'intérieur ne sortent pas. Alors, il me dit, entre sans frapper. Hein? Entre sans frapper. Comme c'est d'ailleurs une porte capitonnée, même si j'avais frappé, il n'aurait pas entendu. Alors, je tiens le poignet de la porte, je pousse la porte, et hop, je referme la porte. Mon cher Kervin, j'ai eu le temps de regarder et de voir une scène incroyable.
Chimbomo Moukoune est assis face à moi, hein, puisqu'il regardait vers la porte. Et sous sa table, sous ses pieds, il y a un monsieur dont je ne vois que le dos. Alors, j'ai imaginé... Une certaine chanson, comme disent les Congolais. Mais oui. Il était en train de chanter. Oui. Donc, il est pour ne pas être vulgaire. Donc, entre ses jambes, quoi. La tête entre ses jambes. Oui. La tête dans les jambes de Chimbombo. Alors, j'ai refermé la porte. Je suis retourné chez Longin. J'ai dit, mais... Il me dit, non, ne pense pas à ça, c'est pas ça. Vas-y, referme la porte et écoute ce qui se passe là-bas. Donc, je suis retourné, j'ai ouvert la porte. Je l'ai refermé et j'entends un monsieur que je vois de dos en train de plaider sa cause. Il dit, dites au président fondateur que je suis innocent, que je n'ai rien à voir dans cette histoire. J'ai toujours été fidèle au MPR. On m'a accusé, ce sont des gens qui sont jaloux. En tout cas, comment vous voulez me chasser? Moi, je suis un Congolais, je suis un Zaïrois, pardon. Nous sommes en 96. Hein. Je suis un Zaïrois au mois de janvier. Je suis un Zaïrois pur et dur et tout ça. Je suis un militant du MPR. Si vous me chassez, où irai-je avec ma famille? Et Moutimbo lui répond, il dit, écoutez, mon cher, je n'y peux absolument rien, parce que votre nom figure sur la liste des donateurs de l'AFDL. C'est en ce moment-là que je vais apprendre le mot AFDL d'ailleurs. Que votre nom figure parmi les donateurs, parmi les sponsors de l'AFDL. Et le président m'a instruit formellement que je dois vous chasser, vous devez quitter le pays. Et à ce moment-là, le monsieur se lève, et je vois le monsieur, c'était qui? Roi Kabouba. C'était Roi Kabouba. Je n'en revenais pas. Eh bien, le même Roi Kabouba, aujourd'hui, vous savez que il est revenu avec les autres, les Moshobekwa, Kalura Katana, la fille et ministre et tout cela. Tout cela, c'est quoi? C'est le plan. Ces gens-là posent des actes réfléchis, ils ont une conscience communautaire à toute épreuve, et donc, ils sont parvenus à faire avaler au monde qu'ils ont été victimes d'un génocide. Ils étaient 800 000 avant le génocide. On en a tué 1 million. Wow, mathématiquement, c'était impossible. Mais pour les Tutsis, c'est possible. Ils sont 800 000, on en tue 1 million, et les gens avalent ça. Et après, on dit, non, c'est quand même pas possible. Eh bien, les 200 000 restants, ce sont les Hutus modérés qu'on a tués. Les 200 000. Mais alors, s'il y a 800 000 Tutsis qu'on a tués sur les 800 000, il ne doit plus en exister dans le monde. Mais qui est président du Rwanda aujourd'hui depuis pratiquement un quart de siècle? Ce n'est pas un Tutsi. Et donc, si vous voulez comprendre, maîtriser l'enjeu congolais, si vous ne tenez pas, si vous n'appliquez pas une approche ethnique dans le sens noble du terme, eh bien, vous êtes sûr de vous égarer. Vous ne comprendrez jamais rien et vous allez perdre ce pays. Notre pays est engagé dans une guerre qu'on appelle la première guerre mondiale africaine, parce que, mon cher Kerwin, nous savons compter sur nos doigts, plus de 55 armées différentes ont foulé le sol du Congo depuis 1996. Si je prends l'armée du Rwanda, du Burundi, du Tchad, vous savez, même les Tchadiens sont entrés chez nous. La MONUSCO, il y a combien là-dedans? Il y a plus d'une quinzaine de pays. Mais vous savez que l'Union européenne, à l'époque, quand elle comptait 28 pays, l'Union européenne a envoyé le fort, l'embryon, le noyau de l'armée, des forces armées européennes. Mais prenez donc rien que les 15 pays de la MONUSCO, plus les 28 de l'Union européenne, ça vous fait combien? Plus évidemment l'EAC, hein, et plus la SADC. Ça fait 55 armées différentes qui sont venues au Congo, semble-t-il, pour restaurer la paix, pour combattre le M23. Et vous connaissez le résultat. Ben Bunagana n'existe pas au Congo, Minembwe a été pris, Kishiché, tout le territoire de Rutshuru ne nous appartient plus, Massissé, tout ça. C'est la première guerre mondiale africaine, dont le bilan est de 12 millions de morts. Alors pour notre mouvement, c'est très clair, le schéma est carré. Nous sommes victimes d'une occupation militaire par les Tutsis. C'est la cause fondamentale qui a généré 5 conséquences, 5 effets. Première conséquence, la domination des Bantous congolais par les Tutsis rwandais. Domination politique. Deuxième conséquence, l'assujettissement ethnique des Bantous congolais par les Tutsis rwandais. Je vous ai parlé tout à l'heure des chefs coutumiers
Tous les chefs coutumiers du Kivu ont été décapités. Et lors du conflit qui a opposé les Bateke au Bayaka, c'est d'abord aux chefs coutumiers qu'on s'en prenait. Pourquoi? Parce que ce sont eux les gardiens de la terre. N'est-ce pas? Et donc, quand vous coupez la tête au gardien de la terre devient libre, donc vous l'occupez. Donc, deuxième conséquence, n'est-ce pas, de l'occupation militaire, l'assujettissement ethnique. Troisième conséquence, le génocide. Pour pouvoir confisquer une maison, mais tant que le propriétaire de la maison se trouve à l'intérieur, vous ne pouvez pas la confisquer. Vous devrez marcher sur son cadavre. Tiens, ça c'est l'expression de Fachi, qui dit que pour que le pays soit balkanisé, il faudra qu'on marche sur son cadavre. Je dis chiche. Si Fachi est capable de mourir pour empêcher la balkanisation, alors chapeau bas, vous serez proclamé comme un héros. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas pris la bonne route, ni la bonne direction pour ça. Donc, troisième conséquence, le génocide des Congolais. Plus de 12 millions de morts. Quatrième effet de cette cause fondamentale, donc l'assujettissement, l'occupation militaire, quatrième conséquence, le pillage de nos matières premières, mais aussi l'évasion de nos recettes fiscales. Les gens ne s'en rendent pas compte. Je vous ai dit tout à l'heure, James Kabaré vient à Kinshasa pratiquement chaque samedi. Et quand il repart, c'est avec 1 million de dollars. Donc, le fisc congolais verse des dividendes au Rwanda. Donc, mais aussi nos recettes douanières. Vous savez, par exemple, qu'au port de Matadi, le port de l'Onatra ne fonctionne quasiment plus. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des ports privés, hein. Et notamment le port de qui? Mais de Zoé Kabila. J'ai appris hier qu'il y en avait à peu près 7. Il y a 7 ports privés. Alors les bateaux vont dans ces ports privés, décharger, font leur formalité de, n'est-ce pas, de dédouanement, tandis que le port de l'État, le port de l'Onatra, personne. C'est la quatrième conséquence. Et maintenant, nous en arrivons à la cinquième conséquence, la balkanisation. Cette balkanisation aurait dû arriver depuis 1999. Je suis à la gare du Midi à Bruxelles, vers 19 h, au mois de novembre. Il pleuvait. Je rencontre un journaliste, Stephen King, qui me dit, mon cher Québé, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je dis, laquelle? Je dis, vous pouvez compter, dans les 6 prochains mois, n'est-ce pas, le Congo n'existera plus. Je dis, pourquoi? Je dis, écoutez, les Américains ont décidé de démembrer votre pays. Et pour cela, ils ont fourni à l'ordinateur de la CIA des datas, des données. Ils ont demandé à l'ordinateur pour que le Congo soit balkanisé. Qu'est-ce qu'il faut? Alors l'ordinateur a digéré toutes les informations qu'on lui a données et il a rendu le verdict en disant, voilà, vous créez 4 les rébellions, ok? Vous mettez un Tutsi à la tête du pays, vous débloquez 10 milliards de dollars, n'est-ce pas? Et au bout de 6 mois, le Congo n'existera plus. Nous étions au mois de décembre 1996. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre 2023. Et le Congo, à part Menembe, Bonagana, tout ça, des petits morceaux, mais le Congo est encore entier. Mon discours peut paraître évidemment pessimiste, alarmiste. Ce pays, quoi qu'il arrive, quels que soient les moyens qu'on mettra en jeu, si Moïse Katumbi a signé un pacte avec le diable, parce que j'apprends que, wow, en cas de tricherie, nous allons réagir. Mais je crois que je vous ai envoyé d'ailleurs une audio hier. Une dame à l'intérieur de la CENI dit, mais écoutez, mais les élections ont déjà eu lieu. Les élections du 20 décembre 2023 ont déjà eu lieu. Et le vainqueur est déjà connu. Alors les gens disent, oh, Nzambe a ça, mais comment? Mais les élections ont déjà eu lieu, d'après cette dame. Elle dit parce qu'elle sait de quoi elle parle. Les élections ont déjà eu lieu avant le 20 décembre. Donc il faut s'attendre. Ça, c'est l'une des causes qui me fait dire que la balkanisation n'est pas un rêve évanescent. C'est que quand les preuves de la tricherie, quel que soit l'auteur de cette tricherie, je ne sais pas qui sera l'auteur, mais les preuves de la tricherie seront tellement évidentes, tellement patentes, que les candidats battus seront tentés par l'affrontement direct. Et notamment
Martin Fayulu, oui. Félix Tshisekedi. Peut-être pas Martin Fayulu, mais certainement Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que nous avons sur le terrain des milices, vous le savez. L'UDPS a formé sa milice, nous sommes d'accord. Moïse Katumbi, les supporters de son équipe Toupé Mazembe, mais ce sont également c'est de la milice, hein? C'est sa milice. Les sociétés de gardiennage à Kinshasa, ce sont des milices en fait, dont on ne parle pas. Troisièmement, quatrièmement, vous avez vu qu'on distribue des machettes au vu et au su de tout le monde. Vous avez vu les images. On distribue des machettes à Lubumbashi. Et à Kinshasa, j'ai vu, sur l'avenue de la Victoire, un monsieur avec une machette, brandissant une machette, et qui passe à côté d'un policier qui ne bouge pas, qui ne bronche pas. Je me dis, mais dans quel pays nous nous trouvons? Un agent de l'ordre qui va passer un monsieur avec une machette? Pour lui, c'est rien du tout, c'est tout à fait normal. Voilà donc les préalables qui me font dire que la balkanisation n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une impossibilité, c'est de plus en plus une certitude, et c'est certainement une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nos têtes. Et pour clôturer cette émission, pour vous, les élections, c'est une espèce de piège, quoi que nous fassions, on va... Quel que soit le nom du vainqueur, quel que soit le nom du vainqueur, et même si par hasard ces élections étaient reportées, hein, parce qu'au dernier moment, moi je vous ai dit, la logique à laquelle obéit Fachi est tellement surprenante et tellement étonnante qu'au dernier moment, il peut dire, voilà, non, pour telle raison, les élections sont reportées pour 6 mois, je prends Fayulu comme Premier ministre, n'est-ce pas? Et puis, terminé. Attendez 6 mois. Eh bien, quel que soit le scénario qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 décembre 2023, et quel que soit le scénario qui se déroulera après le 20 décembre 2023, pour moi, il y aura au minimum des émeutes, de graves incidents sanglants, et au maximum une guerre civile. Mais cette guerre civile aura pour objectif la balkanisation. Je vous signale, vous le savez aussi bien que moi, que les observateurs de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est un peu comme Ils ont quitté le pays. Mais c'est un peu comme les navires, comme les rats qui quittent un navire qui va faire naufrage. Hein. Et puis ils ont pris les précautions avec les Congo-Brazzaville. Exactement. Ça, c'est pour les Européens qui vivent à Kinshasa, qui pourront traverser rapidement en cas de coup dur. Ce sont là des indices, des signaux qui sont envoyés pour dire que nous courons tout droit, nous fonçons bien en tête vers une guerre civile, vers une balkanisation et vers la création du Tutsi-land. Mais cela n'arrivera pas. Cela ne peut pas arriver parce que nous allons nous y opposer. Dans un premier temps, les gens seront désespérés, mais ce sont, et je crois que vous avez également utilisé cette expression qui m'a beaucoup impressionné, vous avez parlé de douleur de l'enfantement. Eh bien, mais oui, vous savez que les mamans enfantent dans une mare de sang, dans la douleur. Eh bien, le Congo est en train d'enfanter un nouveau Congo. Notre mouvement va créer le Congo du 22e siècle. Nous allons sauter par-dessus le 21e siècle. Nous allons créer le Congo du 22e siècle, dont la splendeur échappe à tout commentaire. Mais pour cela, nous devons d'abord traverser le Rubicon. Nous devons vaincre tous les démons. Nous devons nettoyer le Congo. Il faut, et ça c'est la solution, mais tu parles beaucoup, quelle est votre solution? Nous allons traverser la vallée des Baka, comme disent les Congolais. Oui, mais quelle est votre solution? Tu parles beaucoup. Tu sais, la MONUSCO coûte par jour 850 000 $ par jour. Hein? Et elle est là depuis plus de 20 ans. Faites le calcul. 850 000 $ par jour, multiplié par 20 ans. Notre solution pour mettre fin, n'est-ce pas, à tout ce que je veux dire ici, donc à l'occupation militaire et à ses 5 conséquences, c'est une solution qui ne coûtera même pas 50 000 $. C'est-à-dire le billet d'avion des officiers Tutsis qui opèrent au sein de FARDC. Vous les recensez. Il n'y a même pas à le recenser puisqu'on connaît leur nom. J'ai avec moi ici une clé USB. Hein? J'ai une clé USB, mon cher, la voici. Cette clé USB contient tous les noms des officiers Tutsis, nom, prénom, grade, adresse. Vous les neutralisez, vous les amenez à l'aéroport de Njili, ils embarquent à bord d'un avion avec un ticket aller simple Kinshasa-Kigali, l'avion décolle, terminé pour la guerre au Congo. Terminé avec les viols, le génocide, l'occupation militaire, terminé tout ça. Il suffit simplement de purger le Congo de toute présence militaire Tutsi.
Je ne parle pas de présence civile, mais de toute présence militaire Tutsi au Congo. Tous les officiers Tutsi opérant au sein de FARDC doivent, illico presto, déménager de gré ou de force. Moi, je m'étais attendu que Fachi le fasse. Maintenant, il est trop tard pour qu'il le fasse. Alors qu'il avait commencé à rompre ce que moi j'appelle une stratégie de rupture en matière n'est-ce pas, de stratégie de communication. C'est un peu la stratégie qu'utilisait feu maître Vergès, Jacques Vergès, la stratégie de rupture. Mais quand vous rompez, il faut romper une bonne fois pour toutes. Couper le nœud gordien, le couper. Il avait commencé déjà à couper, n'est-ce pas, le nœud gordien. Il avait commencé à couper. J'ai pensé qu'il allait continuer. Non, il s'est arrêté en mi-chemin. Et puis maintenant, il n'a plus le temps. Le temps va lui manquer. Le temps va lui manquer dramatiquement pour couper, pour continuer à couper. Est-ce qu'il aura un deuxième mandat? Dans quelles conditions? Ben, nous n'allons pas tarder à le savoir. Parce que ce sera un mandat sanglant. Je le crains. Je ne l'espère pas. Mais je le crains. Parce que tout est fait pour que les Tutsis profitent de ces troubles, ces émeutes, pour instaurer leur Tutsi-land. Parce que tout cela est fait de façon délibérée, n'est-ce pas? Tout est fait de façon délibérée pour que les candidats qui vont perdre les élections contestent le vainqueur, prennent le sentier de la guerre, lancent des guerres civiles partout, entre les Bayéké, les Bateke, entre les Kassa, entre les Bambolé, mais à Kisangani, vous le savez aussi, il y a eu des... Donc, et tout cela, celui qui allume ces petits foyers de conflit, c'est Joseph Kabila, évidemment. C'est lui, n'est-ce pas? Et puis, dès que le feu embrase tout le pays, alors vous allez entendre, bah, Moïse Katumbi a proclamé la sécession du Katanga. Oh, là-bas, dans Kassai, il y a aussi une sécession. Oh, au Kivu, le Kivu devient indépendant. J'apprends que le M23 serait aux portes de Goma, semble-t-il. Semble-t-il, hein? Je n'ai pas vérifié l'information. Donc, mais tout cela, mon cher Kerwin, ce sont les douleurs qui précèdent l'enfantement du futur Congo. Et ce sera un Congo qui ne perdra pas 1 centimètre carré, quoi que pensent les Tutsis. Pas 1 centimètre carré du Congo ne sera perdu. Même si Fachi dit, ah, on ne va pas se battre pour 1 centimètre carré. Nous allons nous battre, même pour 1 millimètre carré, nous allons nous battre, même s'il ne le veut pas. Voilà. Et donc, nous allons assister, dans les prochains mois, à un tel renversement de situation que c'est quasiment inimaginable à l'heure actuelle, qui dépasse l'imagination. Et la société qui va être créée avec les Congolais et avec les amis de l'étranger, nous allons notamment lancer ce que nous appelons dans notre mouvement un casting scientifique international. Nous n'allons pas importer des commerçants portugais ou indiens ou pakistanais ou libanais. Non, non. Nous allons importer au Congo ce qui se fait de mieux comme ingénieur, comme architecte, comme informaticien, comme polytechnicien. Ce qui se fait de mieux comme inventeur, comme génie. Ils vont arriver au Congo. On va les injecter dans les ethnies. Ils vont prendre la nationalité congolaise, mais en devenant membres des ethnies. Nous n'allons pas commettre l'erreur qui a été commise pour le moment. Vous allez au ministère de l'Intérieur, on vous donne la carte d'identité, vous êtes congolais. Non. Vous devenez d'abord membre d'une ethnie ou d'une tribu avant d'être congolais. Et ces gens-là vont se mettre à travailler. Parce que nous sommes un pays d'une richesse. C'est le pays de cocagne, vous le savez bien. J'ai avec moi ici, dans ma clé USB, la nouvelle carte des richesses minières, mon cher Kerwin Maïzo. C'est scandaleux. C'est le pays des scandales. Hein? Je me demande, qu'est-ce que les Congolais vont faire chercher le dimanche à la messe? Ils vont demander quoi au bon Dieu que le bon Dieu ne leur a pas déjà donné? Vous avez déjà tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous demandez au bon Dieu? Quand vous regardez la liste des richesses minières que contient le Congo, vous vous dites, mais enfin ce pays ne peut pas exister. Pour terminer, un journaliste chinois est venu à Kinshasa lors de l'inauguration des travaux de la pose du câble optique, hein, du câble optique entre Moanda et Kinshasa. C'est la première fois qu'il venait en Afrique. Lorsqu'il est rentré à Pékin, il écrit dans son journal que le bon Dieu a oublié ses valises au Congo. Mais les Congolais n'ont pas la clé pour ouvrir la valise. C'est un pays extraordinaire. Et d'être né là-bas, de connaître ce peuple extraordinaire, vous avez dit tout à l'heure, la force publique congolaise fut l'armée la plus crainte à l'époque.
Nous avons des dons, nous avons des qualités, nous avons des richesses, nous avons des valeurs, nous avons une culture, 450 tribus, 250 ethnies. C'est une biodiversité d'une richesse extraordinaire. Mais les partis politiques et les politiciens ne savent pas comment capitaliser tout ça. Nous allons le faire quand l'heure sonnera. Elle va bientôt sonner. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que nous terminons cette émission. C'était les retours médiatiques de Dieudonné Kwebe Kimpele, Kwebe Placenta. Oui, voilà. Donc le Congo se trouve dans ces placentas. Oui, bah c'est qui va être délivré. C'est la poche dans laquelle l'enfant grandit, oui. n'est-ce pas, avant de naître, avant d'être expulsé lors de l'enfantement. Donc mon nom c'est un Kiyansi, N apostrophe K apostrophe B. Mais les Belges l'ont complètement cannibalisé en m'appelant Kwebe. Ça n'a rien à voir. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir suivi. Vous commentez, vous débattez, vous partagez. Voilà. Oh, vous savez, mais vous avez oublié un autre verbe. Ils vont certainement insulter aussi. Mais nous n'allons pas répondre aux insultes. Cette pauvre dame qui a insulté ma mère, je n'ai pas répondu. Je lui ai demandé, mais comment? Pourquoi vous n'avez pas insulté mon père aussi? Généralement, on passe au-dessus de tout cela. Voilà. L'émission a été réalisée par Constant Efwanga Esoué. Que je remercie. Voilà, depuis les studios et PVTV. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.